Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour Leadover et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé, alors qu'en fait ça fait que 2 semaines. Voilà, j'espère que je vous ai manqué, hein, parce que ça veut dire que vous attendez mes vidéos avec impatience, donc forcément ça me fait très plaisir. J'étais la semaine dernière absent pour des raisons professionnelles, on va dire, parce qu'en fait j'étais au Tokyo Game Market, donc le plus gros événement de jeux de société du Japon, pour le boulot, donc mon side business, comme on dit, d'agent de licence de jeux de société, où j'ai pu faire des rencontres assez intéressantes. Peut-être que je vous en reparlerai à l'occasion, mais il se trouve que depuis quelques semaines, je suis un petit peu dans l'incapacité de produire autant de vidéos que je le voudrais. Je sais que c'est le cas également de Xavier pour des raisons différentes. Bon, je ne vais pas forcément divulguer les raisons pour lesquelles je ne peux pas faire autant de vidéos que je le souhaiterais en même temps. C'est pas une question de temps, c'est un truc un peu plus personnel, et du coup je vais pas en parler outre mesure, mais sachez que tout va bien, ne vous inquiétez pas particulièrement pour moi, mais c'est vrai que pendant quelques semaines, mois, je serai peut-être pas aussi productif que je le voudrais, parce qu'en fait j'avais plein d'idées de vidéos, que ce soit seul ou avec Xavier, et bon, Xavier lui va certainement pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal d'ici peu. Moi pour l'instant c'est un petit peu dans l'expectative, je sais pas trop encore quand je pourrais reprendre un rythme un peu plus, comment dirais-je, un peu plus élevé de sortie de vidéos. Notamment j'avais le In and Out, qui n'a toujours pas de titre, de mes arrivées et de mes sorties de ludothèque du mois d'avril, que je devais faire déjà il y a bien une semaine ou deux, mais bon, pour différentes raisons, j'ai pas pu le faire. Je le ferai incessamment sous peu, je pense. J'essaierai de rester assez actif malgré tout, mais bon, sachez-le, je serai peut-être pas aussi actif que j'ai pu l'être jusqu'à présent. J'essaierai de ne pas sauter de menu crowdfunding, mais je ne peux rien garantir en l'état. On verra bien. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de sondage de la semaine puisque j'étais absent et donc j'ai pas pu mettre de sondage, mais comme d'habitude, en revanche, vous retrouverez en description de cette vidéo le lien pour le sondage de la semaine suivante, donc des projets qui vous intéressent le plus, donc n'hésitez pas à aller voter. Cette semaine, pas de sondage, et c'est dommage parce qu'on a une grosse semaine d'ailleurs qui va vous être présentée aujourd'hui par mes soins, mais d'abord, on passe sur la chaîne, et malgré mon absence, bon, le nombre d'abonnés a continué à grimper un petit peu tranquillement, hein, on est actuellement à 2056-57 abonnés je crois, et les dernières vidéos qu'on a postées, donc menu crowdfunding, et puis également notre petit sur le pouce, Xavier et moi-même, sur notre top 10 nos ludothèques respectives, a plutôt très bien marché, il est déjà à plus de 1100 vues, donc ça fait plaisir, c'est toujours un format qui marche bien quand on est ensemble, surtout ce genre de petits formats un peu top 10, certes c'est un petit peu putaclic, mais on prend plaisir à le faire et c'est tout ce qui compte. Voilà pour ce qui est de la chaîne. Maintenant on va pouvoir passer aux 3 catégories habituelles, à savoir donc les entrées, les projets les moins intéressants on va dire de la semaine, suivi des plats principaux, donc les projets médians on va dire, et puis les gros projets de la semaine, donc les desserts, qui seront assez nombreux cette semaine. On n'a pas une semaine qui est surchargée en termes de quantité de sorties, par contre on a 4 gros projets mouse costauds qui sortent tous en même temps, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour moi, parce que ça veut dire que je vais devoir prendre pas mal de temps sur ce menu malgré tout. Mais bon, même si ce sont 4 gros projets, vous le verrez pour différentes raisons, donc 3 sur 4 d'ailleurs sont inspirés de jeux vidéo, enfin sont directement détournés de jeux vidéo, si je puis dire, adaptés de jeux vidéo. Du coup, je pense qu'ils sont déjà relativement connus pour leur univers et pour leur passif de jeux vidéo, donc je pense que je passerai un petit peu moins de temps qu'à l'accoutumée, même si ce sont des gros projets malgré tout, même si bien évidemment je parlerai un peu en détail, notamment des niveaux de pledge, de ce qu'on pourrait y retrouver. Sur ce, on est parti. C'est fou de se dire que sur cette semaine, on a autant de micro-projets, donc d'entrées, que de desserts. Ils seront au nombre de 4. Le premier étant Murders at Tilwood's Manor, un petit jeu de mystère, en fait, de crime, un petit peu à la Cluedo, mais avec des mécanismes un petit peu différents, un peu plus modernes, un peu plus contemporains, si je puis dire, puisqu'on aura notamment du draft et également du placement d'ouvriers suite aux invités que l'on aura précédemment draftés. C'est un petit projet qui nous vient de Keith Franks, qui pour l'instant fait pas un gros résultat. Hein. Soyons honnêtes, on est actuellement à 52 contributeurs 8 jours avant la fin de la campagne, avec moins de 2000 € d'engrangés sur 8600. Ça risque d'être un petit peu juste, je pense qu'on va pas aller chercher un financement d'ici la fin de la campagne à mon avis, même si c'est pourtant pas un financement si compliqué que ça à aller chercher normalement, hein, en temps normal, mais pour l'instant c'est pas génial. C'est pour 3 à 4 joueurs, pour 40 minutes, avec une complexité médiane on va dire, en moyenne, et donc sur ce manoir que vous voyez ici, vous allez avoir différents invités qui auront tous été,
pas tous, mais en grande partie massacrés durant une sorte de soirée un petit peu étrange, et plusieurs années après on se penche sur le sujet de ce crime pour essayer de l'élucider une fois pour toutes. On va chacun drafter un petit peu des personnages, des invités, et ensuite on les placera dans certaines pièces du manoir pour activer les actions qui s'y trouvent, et au final il faudra essayer de découvrir qui a fait quoi, qui va survivre, etc. etc. Voilà, ça paye pas de mine comme ça, mais bon, ça peut éventuellement renouveler un tout petit peu le genre du Cluedo. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour Murders at Tilwood's Manor. On enchaîne avec un projet qui bénéficiera d'une VF qui plus est, à savoir Ninth Circle, a diabolical 2 to 5 player game of Take That Area Control. Donc un jeu de contrôle de territoire et de Take That dans un univers un petit peu diabolique où vous allez devoir essayer de, comment dirais-je, rendre des services au vilain Lord Malacoda, que vous voyez ici, une sorte de démon quoi en gros, pour lui rendre les services, pour simplement devenir son meilleur sous-fifre on va dire. C'est un jeu qui pour l'instant attire pas grand monde, 55 contributeurs seulement pour un jeu à $60, 14 jours avant la fin de la campagne. Ça nous vient de R&R Games, que vous connaissez peut-être pour Don Pierre, qu'ils avaient sorti il y a 1 an et demi je crois sur Kickstarter, qui avait fait un résultat relativement correct avec 715 backers, qui avait lui aussi d'ailleurs une version francophone disponible. Ça avait un petit peu même marché. Pour l'instant Ninth Circle c'est pas du tout ça, 55 backers. Bon, le projet est financé de justesse, mais il est financé pour l'instant, et ça peut sembler un petit peu étrange parce que bon, déjà Don Pierre avait fait un résultat assez correct, la DA est pas vilaine. Bon, je suis pas vraiment le public là, je suis pas le cœur de cible on va dire de ce type de jeu et de thématique, mais c'est pas vilain, c'est relativement abordable, même si c'est vrai qu'on peut se dire que $60 pour le contenu en termes de matériel pur, c'est pas donné, mais bon, le matériel est pas dégueulasse non plus, la DA est plutôt satisfaisante, ça reprend plusieurs mécanismes relativement connus, mais ça semble relativement solide. On aura une phase de planification derrière un écran pour cacher un petit peu notre planification aux autres. Ensuite, on va déplacer nos minions, nos sous-fifres, sur le plateau central qui sera différent à chaque partie, puisque en fait, il sera composé de différentes petites parties que vous voyez autour du 9e cercle, et elles seront agencées différemment d'une partie à l'autre. Ensuite, vous allez chercher à prendre le contrôle de telle ou telle partie, de tel ou tel cercle des enfers, on va dire. Et ensuite, si vous êtes en domination sur la zone en question, vous pourrez aussi activer son pouvoir spécifique que vous entreapercevez ici notamment. Voilà, et donc vous pourrez aussi gagner les faveurs de ce fameux Lord Démon Malacoda pour réussir à l'emporter au final. Voilà, pour un petit jeu qui tourne aux alentours de 45 minutes, si je crois bien. Ouais, c'est ça, 45 minutes pour 2 à 5 joueurs. Voilà donc pour Ninth Circle, qui pour l'instant fait pas un résultat foufou, loin de là, même si, bon, au final, ça va pas l'air d'être plus mal que bien d'autres jeux. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. On continue maintenant avec Sigil, un petit jeu abstrait de stratégie de duel, vraiment en 1 contre 1, qui, ma foi, a pas l'air dégueulasse une fois qu'on se penche un petit peu sur son sujet, même si, de prime abord, il paye pas de mine. Pour l'instant, il a quand même accueilli 167 contributeurs, près de 10 000 € d'engrangés, donc le projet est financé à 27 jours de la fin de la campagne. C'est un projet qui nous vient de New York et de Jasper Pine Island Games, donc c'est le 2e projet sur Kickstarter. On va juste aller voir le premier, histoire de voir si j'avais connu ça. Ouais, c'est bien, ouais, d'accord. Nat Hunt, qui a fait un assez beau succès d'ailleurs l'année dernière. Je l'avais présenté à l'époque dans le menu crowdfunding, et c'est vrai qu'il avait un certain charme, une belle petite DA, et des mécanismes simples mais plutôt attrayants. J'aurais backé peut-être si le jeu était sorti il y a 3-4 ans, je l'aurais peut-être backé dans ma fougue, dans ma prime jeunesse de Kickstarter, mais je l'avais pas fait pour le coup, mais il avait quand même accueilli 1232 backers à l'époque, c'était quand même un très très bon résultat. Et donc cette fois-ci avec Sigil, il nous revient avec un jeu plus abstrait de contrôle, on va dire, de territoire, mais plus abstrait malgré tout, puisqu'on va essayer de développer notre contrôle de ce Sigil, donc je sais pas comment on dit ça en français, mais de ces différents symboles et des différents sorts qui vont être disposés sur le plateau ou sur le tapis de néoprène en fonction de la version que vous prendrez. Et ça a l'air d'être plutôt classe. Il y a des petites comment dirais-je, c'est pas des billes, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des petites orbes en plastique que vous allez disposer aux différents emplacements de ce plateau et chercher à en prendre le contrôle, comme ici par exemple on voit qu'il y a une lutte de 2 contre 1, si vous réussissez à prendre le contrôle de la dernière zone ici, que vous êtes rouge, vous pourrez activer le sort, déclencher différents effets un petit peu spéciaux pour activer des coups tout aussi spéciaux, prendre le plus de contrôle sur le plus de territoire possible, etc. pour le remporter au final. C'est pour 2 joueurs, c'est pour des parties relativement courtes et ramassées qui plaisent de 20 minutes uniquement, et c'est pour 12 ans et plus, d'une difficulté relativement accessible, c'est plutôt une complexité pas familiale quand même pour autant, mais disons 12 ans et plus, ouais, on dit que c'est relativement moyen, quoi, on va dire.
et ça a l'air d'être assez sympatoche. Le jeu est pas trop cher, 39 $ pour la version de base. Par contre, pour la version adepte, 159 $. On fait un bond assez consistant en termes de finances là, hein, par contre. Alors ça s'accompagnera d'un tapis de néoprène qui remplacera le plateau central, et puis ça s'accompagnera aussi de hex, donc de petits hexagones qui seront en bois apparemment. Mais bon, ça fait quand même une sacrée augmentation du prix, hein, quand même 120 $ de plus, c'est quand même salé. Et on a aussi une version Archmage pour 599 $ dans une quantité très limitée, une version vraiment ultra collector avec des produits laqués notamment, avec du epoxy, donc cette espèce de résine un peu classe que l'on voit un peu popper maintenant depuis quelques années dans les différentes vidéos où l'on cherche des créations un petit peu artistiques, etc. C'est vrai que c'est assez classe, ça n'a pas vraiment un grand intérêt, mais c'est si on est vraiment très très fan du projet. D'ailleurs, il a apparemment plusieurs retours assez positifs de différents vidéastes. Bon, en même temps, ils mettent jamais comment dirais-je, de retours négatifs pour défendre leur projet sur Kickstarter, bien évidemment. Voilà, vous avez un petit aperçu aussi du contenu, c'est pas vilain, ça prend plutôt pas mal. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez éventuellement pour Sigil. Je trouve que le projet est plutôt sympatoche dès lors qu'on aime un petit peu les jeux abstraits, mais qui mêlent aussi un petit peu de thématique, puisqu'on a aussi donc cette approche un petit peu magique, combat magique, qui est pas dégueulasse. Voilà, c'est tout pour Sigil. 167 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec la dernière entrée de ce menu du 21 mai 2023 avec Miniplax, une nouvelle édition de Plax, hein, le bien nommé, puisqu'il nous vient de l'éditeur Plax, bien évidemment, 5e projet, après avoir d'abord lancé Plax, décidément, qui avait d'abord connu un échec, avant de revenir avec un succès assez modéré, puis ensuite il s'est assez développé apparemment en boutique, je crois qu'il est édité en France également, me semble-t-il. C'est un jeu de football où vous allez placer vos différents joueurs sur le terrain, et vous allez faire des pichenettes avec vos doigts pour essayer de marquer un but, et à chaque fois que vous marquez un but, votre adversaire doit aussi retirer un joueur du terrain, ce qui rend la partie encore plus facile pour celui qui a marqué en fait, simplement. Et donc le terrain sera de plus en plus vide, et il vous restera quand même votre gardien de but, pardon, pour essayer de faire des arrêts, sauf que maintenant avec cette nouvelle version, vous pourrez aussi déplacer votre gardien pour essayer de faire des tentatives de sauvetage, de parade magnifiques. Ils avaient aussi sorti un jeu de mini-golf, et puis Olymplax l'année dernière, dont on avait parlé également dans le menu crowdfunding à l'époque. Et là, Miniplax, donc il nous revient avec une version un peu plus réduite en termes de place prise par le jeu, donc une version un peu réduite en termes de taille, qui a aussi été réduit en termes de prix, bien évidemment, vous le verrez par la suite. C'est toujours pour 2 à 4 joueurs, on pourra y jouer en équipe, même si à mon avis c'est fondamentalement un jeu de 1 contre 1, pour 5 à 15 minutes la partie, et pour 5 à 99 ans, donc c'est un jeu très très familial, vous l'aurez compris. Il y a aussi une autre addition au-delà du gardien qui est maintenant mobile, ce sont les cartes que vous apercevez ici, qui vous permettront d'accomplir certaines actions particulières, de marquer 2 buts en un seul par exemple, ou d'empêcher votre adversaire de jouer son gardien de but, donc de bouger son gardien de but, ou de rajouter un joueur que vous aurez précédemment perdu après avoir pris un but par exemple. Pour l'instant, le projet se porte plutôt bien, 453 contributeurs, 46 jours avant la fin de la campagne. On est sur une campagne ultra longue, mais qui pour l'instant est financée avec 12 559 €. Voilà, pour le reste, sachez que le prix est également réduit. Je vais essayer de vous retrouver ça, mais je crois qu'on est de l'ordre de 35 à 40 €, un truc comme ça, pour cette nouvelle version. Alors bon, vous avez aussi un petit aperçu des nouveautés brièvement lorsque je fais défiler la page, hein, avec le 2 contre 2 également par exemple. Voilà, c'est ici. Donc 59 € pour la version de base de Plax, et donc cette nouvelle version mini Plax à 35 € avec désormais un gardien mobile. Vous pourrez aussi créer votre line-up, puisqu'il y aura 9 trous sur lesquels vous pourrez mettre vos joueurs, mais vous ne pourrez en mettre que 6, donc il faudra bien penser à son positionnement. Et puis également, nouvel ajout, des cartes qui n'étaient pas non plus disponibles dans Plax d'origine. Donc à vous de voir, parce que les jeux de foot, pourquoi pas, ça peut être sympatoche, mais il faut aussi quand même pas mal aimer les jeux de pichenette et donc un petit peu d'adresse, ce qui n'est pas tellement mon cas, donc je ne suis pas vraiment le cœur de cible. Je serais comment dire, plus satisfait qu'autre chose de conserver mon excellent Undici, auquel il faut qu'on rejoue très très vite, Xavier et moi d'ailleurs. 454 contributeurs donc pour Miniplax, 46 jours avant la fin de cette très longue campagne. Vous me direz éventuellement si vous avez déjà joué au jeu d'origine et ce que vous en avez pensé. Partie suivante, les plats principaux de la semaine, et on commence par un détour du côté de chez GameFound avec la nouvelle campagne de Button Shy Games. Je le présente ici, mais en fait j'aurais pu le présenter dans la première partie des petites mentions honorables, donc des entrées on va dire.
parce que en fait maintenant tous les projets de Button Shy Games apparaissent par la suite en français via Matagross, donc les micro games, en VF directement, donc il n'y a pas tellement d'intérêt d'aller les backer maintenant sur GameFound ou sur Kickstarter, parce que parfois ils font le passage aussi sur Kickstarter. Du coup, c'est pas aussi intéressant que ça avait pu l'être à une certaine époque où les Button Shy Games étaient disponibles uniquement en anglais. Mais pour l'instant, ça se porte plutôt bien malgré tout, 1039 backers, 8 jours avant la fin de la campagne, et il s'agit ici d'une campagne de réimpression de différents classiques de l'éditeur américain, donc ces micro-games. Généralement c'est pour 1 à 4 joueurs, ça dépend des jeux, c'est généralement autour de 10 à 20 minutes environ la partie, et c'est toujours composé d'environ une quinzaine de cartes, plus des extensions potentielles. C'est à 11$ pour un jeu, 21 pour 2, 31 pour 3, et éventuellement 41$ pour 4 jeux, et vous aurez aussi un tas de petits add-ons supplémentaires, notamment pour les extensions. Par exemple, ici, on a des extensions pour Circle the Wagons, pour Sprawl Police, etc. Donc je pense que les titres en français sont un petit peu différents. Par exemple, ici, on a la crypte de Sedlec, qui est personnellement mon préféré à ce jour. Tassimossi également, de l'auteur avec un E de Wingspan, entre autres. Bref, on a quelques auteurs un petit peu connus maintenant dans le milieu, malgré tout, pour les Button Shy Games. Vous retrouverez ici la majorité de leurs grands classiques, donc à savoir Circle the Wagons, je ne sais pas comment il s'appelle en français pour le coup, qui est un des plus populaires, ainsi que Count the Nine Estates, que pour le coup je ne connaissais pas, qui est d'abord sorti en 2021 apparemment. C'est un jeu en solo pour 30 minutes la partie, pas super joli visuellement parlant. Liberation, là encore une fois celui-ci je l'ai jamais testé, c'est pour 2 joueurs exclusivement, sorti en 2018 à l'origine. Ensuite on a aussi Pentaquark, qui a l'air d'être complètement perché. Alors lui existe déjà en français pour le coup, donc vous l'aurez peut-être déjà rencontré dans une boutique, je ne sais pas. Il a l'air d'être assez perché, je me suis pas penché plus que ça sur son sujet parce que je suis pas attiré par la DA ou par même la thématique. Mais c'est un jeu solo pour 20 minutes. Ensuite, il y aura d'autres jeux donc, que vous pourrez éventuellement mettre dans votre poche, éventuellement en backant cette campagne, comme toujours avec Button Shy Games. Donc voilà, c'est tout pour cette campagne de réimpression qui pour l'instant a tout de même attiré plus de 1000 backers 8 jours avant la fin de la campagne. On continue toujours sur GameFound avec Detective Saints and Sinners. Donc les saints et les pêcheurs, on va dire, pas les pêcheurs de poissons, les autres. Ça nous vient de Van Ryder Games, vous les connaissez, c'est eux qui étaient derrière Final Girl entre autres, qui a connu maintenant une VF d'ailleurs. Van Ryder Games qui avait aussi collaboré avec Lucky Dog Games pour proposer un projet récemment qui se déroulait dans la Nouvelle-Orléans dans les années 40-50 si mes souvenirs sont bons, mais j'ai perdu son titre, aucune importance. Et donc il nous revient avec une nouvelle extension pour Detective, toujours avec les illustrations bien évidemment de Vincent Dutray, le bien nommé lui aussi, vraiment figure de proue des illustrations françaises dans l'univers du jeu de société. Et pour l'instant ça se porte plutôt bien avec 1143 backers 14 jours avant la fin de la campagne et déjà 71 000$ d'engrangés, donc le jeu est largement financé. C'est une extension, mais pas une extension standalone. Vous aurez besoin, je pense, du jeu d'origine, du jeu de base pour pouvoir en bénéficier. Et ça introduit quelques petites nouveautés, notamment la présence du Chisel, donc un personnage qui aura à cœur de ralentir la progression des personnages. On est toujours dans un jeu coopératif, certes, mais avec cette fois-ci un aspect, disons, pas de traître, mais de 1 contre tous, où l'autre joueur qui incarne le Chisel, justement, va essayer, et peut-être réussir, de ralentir l'enquête des autres détectives autour de la table. Ce sera aussi l'occasion, bien sûr, d'aller mettre la main sur le jeu de base et les autres extensions précédemment sorties à ce jour. C'est un jeu qui a quand même une très bonne, comment dirais-je, une très belle popularité, disons, qui a été très bien accepté par les différents gamers autour de la planète. Je crois qu'il a aussi une version française d'ailleurs, même si j'ai pas pris le temps de checker de quel éditeur il s'agissait. En tout cas, durant la campagne, y aura-t-il une version en français? Rien n'est moins sûr, j'ai oublié de checker tout à l'heure, donc il faudra vérifier un petit peu ensemble. Mais donc vous aurez donc 3 nouveaux cas, 3 nouvelles enquêtes aussi que vous pourrez tenter de résoudre, avec ici One Last Hit for the Hitman, Cloak and Dagger, et puis Blast from the Past, avec toujours cet aspect graphique un petit peu pulp, un petit peu années 60-70, qui est plutôt assez charmant, qui retranscrit bien un petit peu l'univers du Los Angeles des années, donc je pourrais 60, environ 50-60 je crois, c'est de l'après-guerre me semble-t-il.
On continue, alors on va voir aussi ici les nouvelles cartes de cas et de mystères avec les différents personnages que vous aurez à cœur d'interroger notamment par exemple, les cartes de réponse, de recherche, etc. Et ça, donc tout un tas de petits standees également, tout un tas de petits livrets pour notamment aller intégrer les différentes règles qui différencient un cas des autres par exemple. Ensuite, on va voir un petit peu les niveaux de pledge. Ici, The Boss, c'est un peu le all-in. À 199 $, vous aurez l'opportunité de mettre la main sur le jeu de base, ainsi que les 2 autres extensions précédemment sorties, et donc Saints and Sinners, la nouvelle extension, avec apparemment aussi une petite miniature qui sera peut-être une exclusivité à la campagne. Là-dessus, j'ai pas checké, mais on a Damien Christmas, une miniature. Apparemment, je ne sais pas très bien à quoi elle servira. Mais donc vous aurez aussi quelques petites promo cards, peut-être exclusives à la campagne GameFam. Ensuite, pour ceux qui posséderaient déjà la totalité ou qui se intéresseraient uniquement à cette extension parce qu'ils possèdent aussi le jeu de base, vous pouvez le faire avec l'extension, avec le niveau de pledge Saint à 25 $ ou avec le pledge Sinner à 35 $. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est que éventuellement pour 25 $ pour un pledge Saint, il faudrait éventuellement que vous possédiez déjà l'extension Cloak and Daggered. Donc c'est une extension qui est déjà préalablement sortie, et si c'est pas le cas, vous pourrez aussi l'intégrer grâce à ce pledge Sinner. Ensuite en add-on, on peut aussi, je pense, mettre la main sur les précédentes extensions, là ici, Bullets Over Hollywood et Smoke and Mirrors, donc pour faire un petit peu la totale, s'il vous manque seulement l'une ou l'autre par exemple. Ensuite, le How to Play, je pense que c'est un jeu qui est déjà suffisamment connu pour ne pas trop s'appesantir sur ce sujet-là. Sachez que c'est encore une fois un de ces nombreux jeux d'enquête, mais un de ceux qui a la plus belle popularité de ces dernières années. Et on sait que Van Ryder Games, en termes d'immersion et de narration, généralement, c'est un éditeur dans lequel on peut avoir confiance, on va dire. C'est plutôt un gage de qualité. Voilà un petit peu un aperçu du contenu, notamment du jeu de base, entre autres, de l'extension Bullets Over Hollywood, par exemple, aussi avec les 4 nouveaux cas qui l'accompagnent, etc., etc. On va aussi maintenant aller voir les frais de port assez rapidement. Je crois qu'il n'y a pas de version française du coup pour la campagne. Il y aura une version française à terme, de toute façon, en boutique, il n'y a pas de souci à ce niveau-là parce que le jeu existe déjà en français, mais en tout cas durant la campagne apparemment on est centré exclusivement sur de l'anglais. Donc pour le shipping, les frais de port pour le Canada 27,40 €, pour l'Union Européenne 19,30 € et pour nous au Japon on serait dans le 25,45 €, mais a priori, je le répète, vous aurez une version boutique en français à terme, donc je suis pas persuadé que ce soit super intéressant que d'aller backer durant cette campagne, à moins que vraiment vous soyez très fan du jeu et que vous ayez déjà éventuellement le jeu de base en anglais, auquel cas pourquoi pas, jetez-vous dessus si ça vous tente. Voilà donc pour Detectives, Saints and Sinners, le nouveau projet de Van Ryder Games. 1143 backers, 71 000 $ d'engrangés. On enchaîne tout de suite sur ce qui pourrait peut-être devenir un truc assez unique, assez original, à savoir un coup de cœur dans les plats principaux de la semaine. C'est assez rare, mais oui, je suis pas loin de décerner un petit coup de cœur à Disrupt, parce qu'il y a des vraies vibes de Hegemony, qui était déjà un projet coup de cœur à l'époque, et en plus de ça, Hegemony était un projet grec, et ben Disrupt c'est la même chose, ça nous vient également de Grèce et de Thessalonique, c'est le premier projet de Triple Meeple, un nouveau éditeur grec, décidément ils sont de plus en plus nombreux semble-t-il à faire appel au financement participatif, et en plus de ça, on a une version francophone qui est présente durant la campagne, d'où également la présence de 2 vidéastes français sur la campagne, donc à savoir notre très cher Nyx, et notre non moins cher, même si on le connaît pas très bien, JB du Meeple Reporter. Donc 420 contributeurs pour l'instant pour Disrupt, c'est vrai que c'est pas encore un succès à l'échelle de ce qu'avait pu proposer Hegemony pour le coup, qui était presque 10 000 contributeurs si mes souvenirs sont bons. Mais pour l'instant, ça se porte quand même plutôt pas mal. Le jeu est financé. Il reste 2 semaines avant éventuellement de prendre votre décision de backer ou non avant la fin de la campagne. C'est un jeu comme Hegemony lui aussi essentiellement asymétrique. Vous allez pouvoir incarner différents rôles tels que le créateur de start-up dans la Silicon Valley, mais également le BPO, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond pour le coup, ainsi qu'un market leader, donc une sorte de gros poisson du milieu, on va dire, mais également un entrepreneur un petit peu à la Steve Jobs, on verra son meeple un peu plus tard, ça fait vraiment penser à du Steve Jobs pour le coup. D'ailleurs apparemment c'est blindé de petits jeux de mots par-ci par-là qui reprennent un petit peu justement le vocable
remarquable de la Silicon Valley. Donc on voit quelques petites entreprises qui pourront faire leur apparition dans le jeu, comme ici BoardCube pour YouTube notamment. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc oui, il y aura un mode solo, mais ce sera fondamentalement un jeu comme pour Hegemony d'ailleurs, dont on pourra tirer vraiment toute la substantifique moelle si on y joue à 4 joueurs avec tous les rôles asymétriques, donc le startup entrepreneur, le market leader, le angel investor, donc c'est le fameux pas Bill Gates, mais Steve Jobs que l'on voit ici en blanc, et donc le Business Process Outsourcer, donc c'est bien ça le BPO, ok. Donc le tout pour 90 minutes la partie, donc peut-être un peu plus court que ce que proposait Hegemony, parce qu'apparemment Hegemony, si on y joue à 3 ou 4, ça peut facilement tirer vers les 4-5 heures, en tout cas dans les premières parties quand on n'est pas encore très habitué aux différents personnages que l'on peut incarner, aux différentes classes que l'on peut incarner, je peine, dans ce qui est de l'univers de Hegemony. Donc c'est un petit peu plus complexe, semble-t-il. Là pour le coup, Disrupt, c'est un peu plus accessible, un petit peu plus facile à sortir également. Donc continuons, alors oui, c'est chez MOB Vanguard, donc c'est pour mon agence de licence, mais il y a déjà apparemment une version francophone, ce n'est pas moi qui suis en charge du projet, donc je peux pas vous dire chez qui ce sera pour l'instant, enfin il faudrait que je check avec mes collègues, mais il y aura bel et bien une version française en boutique à terme. Ensuite, continuons avec un petit peu les highlights que vous voyez ici. Donc on va s'immerger dans l'univers de la Silicon Valley et on va chercher à se mettre plus ou moins des bâtons dans les roues ou au contraire à collaborer ensemble pour rendre notre startup plus viable sur le long terme ou essayer de la revendre au market leader par exemple au meilleur des moments pour engranger un max de thunes et de relancer une nouvelle startup et ainsi de suite. Ensuite, on aura donc des rôles asymétriques, je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura donc le start-upper, le angel investor, le BPO, le market leader, chacun avec ses propres spécificités asymétriques bien évidemment. Ensuite, on continue avec un aspect de placement d'ouvriers également, puisqu'il y aura différentes actions qui nous seront disponibles sur le plateau, on en voit ici mais également à droite par exemple, et qui auront un impact sur la gestion de notre entreprise, notamment, ou des actions de l'entreprise en question d'un autre joueur pour lui faire prendre de la valeur ou lui en faire perdre, etc., lui faire gagner en popularité, etc. Donc il y a aussi une question de branding, etc. Donc il y a tout un tas de trucs, ça a l'air d'être assez intéressant, pardon. Vous noterez également que l'utilisation de photos est présente sur les cartes. Il y a aussi un aspect de gestion de main qui n'est pas inintéressant au demeurant, mais j'avoue que moi je suis assez peu friand de l'utilisation de photos sur les cartes ou sur les composants de manière générale. Je préfère des dessins, je sais pas, je trouve ça... C'est vrai que c'est peut-être plus immersif pour certaines personnes, mais je trouve ça personnellement un petit peu moins... Comment dirais-je ? Je sais pas, j'y trouve moins d'attrait pour ma part. Des photos un petit peu à la Terraforming Mars par exemple où c'était encore assez vilain pour le coup, là c'est plutôt classe, c'est plutôt pro, mais je sais pas, je suis moins intrigué par des photos que par des dessins, une œuvre un peu plus originale disons. On voit ici notamment quelques-unes des entreprises qui pourront aussi impacter votre partie. On voit Ethereum, MeepleBook, donc vraiment on reconnaît très facilement les différents gros poissons de la Silicon Valley dans les faits, hein, avec Netflix, avec Dicecoin pour le coup, je sais pas à quoi ça correspond. Miniature Prime, vous vous doutez que c'est Amazon Prime, etc. etc. Ensuite, gestion de main, on a aussi parlé des événements qui pourront impacter le cours de votre partie, qui sont peut-être un peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus aléatoires en fonction de l'évolution de la partie, etc. Ensuite, on aura aussi des informations cachées qui seront seulement, comment dirais-je, connues de certaines personnes et qui pourront justement vous encourager ou non à vendre dans le meilleur timing. Il y aura un petit aspect de trahison, hein, on pourrait le dire, parce qu'il y aura une facette d'informations cachées. Donc, un personnage avec lequel vous serez amené à collaborer jusqu'à maintenant pourrait ignorer une information qui vous pousserait vous à lui vendre votre entreprise, sauf que c'est pas forcément le meilleur des timings pour lui en réalité, parce qu'il y a une information qui se trouve cachée ici par exemple. Donc assez intéressant de ce point de vue là également. Voilà, c'est d'ailleurs ici hein, l'offre d'achat d'une entreprise par exemple. On va donc vendre toutes ses parts pour gagner un maximum de thunes et les réinvestir par la suite, etc. etc. Alors j'ai vu effectivement, et Xavier me l'a dit récemment, qu'il y avait quelques petits débats notamment sur la communauté de BGG au niveau du naming des personnages, puisqu'on voit notamment qu'il y a ici John Aspropoulos pour le personnage bleu, je ne sais pas lequel c'est en question ici, mais on a aussi David Ashkenazi, donc vraiment nom de famille très orienté judaïté si je puis dire, hein, voilà. Donc bon, l'investisseur juif, hein, voilà, c'est pas forcément très habile, mais bon, admettons, et je crois qu'il y a un personnage qui est japonais aussi apparemment. Ensuite, le livret de règles ici est disponible. Je pense pas qu'il soit déjà disponible en français, mais c'est pas impossible, vous irez checker ici. Donc pour un premier aperçu, sachez que pour l'instant, il n'est pas dans sa version définitive, bien évidemment. Il y aura aussi un lore books, un petit peu comme pour Hegemony d'ailleurs à l'époque.
Vous avez ici une petite citation de Nix, mais de toute façon c'est en anglais, c'est traduit du français en anglais, mais vous pourrez aller checker sa vidéo, on en parlera un peu plus par la suite. Ensuite, continuons, vous pouvez aussi tester Disrupt sur Tabletop Simulator si ça vous dit. La mention de JB, donc du Meeple Reporter également, mais encore une fois, je vous encouragerais plutôt à aller checker sa vidéo en français plutôt que de lire la traduction en anglais. Le jeu lui-même est pas très cher, vous le voyez, c'est aussi plus abordable que Hegemony, donc c'est aussi une raison supplémentaire de se pencher sur son sujet, puisque le jeu coûterait 45 € pour l'instant durant la campagne, avec le contenu que vous entreapercevez ici avec les start-upers, les BPO, les Angel Investors, les Market Leaders, avec chacun leur propre carte de crédit avec des petites roulettes pour marquer votre nombre de points de victoire ou d'argent, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond pour le coup, votre lot de cartes propres à votre rôle, hein, le start-upper, le BPO, etc. etc. Donc des cartes avec des effets bien évidemment asymétriques. Les événements qui pourront impacter la partie, il y en aura 8 avec potentiellement plus de cartes à venir via les stretch goals. Ensuite, tout un tas de tokens en tout genre. Et également un insert en plastique pour installer et ranger le jeu plus facilement, plus rapidement, donc ça c'est plutôt cool également d'avoir un bel insert d'entrée de jeu, sans avoir forcément d'ailleurs à passer par les stretch goals. Ensuite, les vidéos, il y en a donc 2 en français comme je vous le disais, enfin 2 pour la review, il y en a aussi en unboxing, mais sans le unboxing on s'en fout un petit peu. Donc celle de Nix ici et celle du Meeple Reporter ici. Donc à vous de voir, faites un petit peu la pêche aux informations via les 2 vidéos en question pour voir si c'est potentiellement un jeu qui pourrait vous plaire ou vous convaincre. Ensuite, on va passer au shipping qui se trouve ici. Pour l'Union Européenne, ce sera de 15 à 25 € de shipping. Même chose pour les USA d'ailleurs. Pour le Canada, 20 à 30 €. Et pour nous qui sommes dans le reste du monde, il faudrait qu'on leur demande, ce qui veut dire que pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Et que c'est certainement qu'il y aura assez peu de backers aussi. Donc on risque de payer assez méchamment, je pense. Vous aurez aussi la TVA à payer dans le Pledge Manager, donc quelques semaines ou quelques mois après la fin de la campagne, et le jeu devrait théoriquement être livré en décembre 2023, donc très rapidement. Donc on est sur une promesse de livraison assez rapide. Prenez toujours ça avec des pincettes, ils sont plus nombreux à avoir des retards que à livrer dans les temps, donc sachez-le. Au pire, même si je pense que vous êtes habitué maintenant, si vous connaissez la chaîne et que le menu crowdfunding depuis suffisamment longtemps, vous savez ça aussi bien que moi. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On a parfois des éditeurs qui livrent dans les temps, voire même parfois un peu plus tôt que ce qui était prévu. Donc voilà pour Disrupt, peut-être même mon coup de cœur de la semaine, alors qu'il s'agit que d'un projet médian des plats principaux de la semaine, mais je le trouve très séduisant, une sorte de Hegemony un petit peu light. J'ai envie de dire pourquoi pas, d'autant plus qu'il n'est pas très cher. 420 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci, pour le coup, n'est pas encore financé, il s'agit de Ahotnik. On pourrait penser que c'est russe, mais non, pas du tout, ça nous vient d'Italie, et c'est le premier projet de Ahotnik, éditeur du même nom que son jeu. Est-ce que ça veut dire que ce sera son seul jeu? Je ne sais pas, on verra bien, mais il s'agit d'un jeu de mecha, donc des gros robots, un petit peu à la vision d'Escaflowne, pour ceux qui regardaient ce manga dans les années 90 par exemple, même si c'est pas le seul, parce que les Japonais ont pondu bon nombre de mangas et animés avec des mechas, c'est vraiment leur truc. C'est un jeu semi-coopératif dans un futur un petit peu, pas post-apocalyptique, mais pas loin on va dire, avec différentes nations qui vont se foutre sur la tronche les unes les autres, avec également des gros démons aussi, donc il y aura un aspect donc semi-coopératif où on se mettra sur la tronche avec des démons, mais en essayant de faire mieux que les autres nations autour de la table. Et pour l'instant le jeu n'est pas financé, on est à 161 contributeurs, 27 810 € d'engrangés sur 35 000 nécessaires, donc ça devrait pouvoir se financer d'ici les quelques jours qui viennent à mon avis, et il reste 18 jours avant la fin de la campagne. Pour un premier projet, ma foi, la direction artistique est plutôt charmante. Enfin, si on aime, c'est pas du tout mon style, hein, les mechas c'est pas trop mon truc, mais en tout cas, ça rend plutôt bien, ça a l'air d'être assez pro. Les pledge levels, on va passer directement dessus, ça ira plus vite, mais vous pouvez déjà apercevoir que le taf en termes de direction artistique est plutôt bien foutu. Le matériel a pas l'air d'être complètement fou, mais il a l'air de faire le taf, et en plus de ça, on a des belles miniatures de mechas, donc ma foi, pourquoi pas. Allez, passons maintenant du coup au pledge. On a donc le core pledge à 150 boules, parce que oui, c'est un premier projet, et c'est très cher, donc ça, ma foi, c'est toujours un petit peu délicat quand on est un primo-éditeur sur Kickstarter, de se lancer avec un projet qui d'entrée coûte très cher, ne serait-ce que pour le core pledge. C'est délicat, et c'est peut-être une des raisons qui font que pour l'instant le projet n'est pas encore financé, qu'il peine un petit peu à décoller, mais ils n'ont pas à rougir. 160 backers pour un projet aussi cher pour un primo-éditeur, c'est pas ridicule, soyons honnêtes.
Donc, disais-je, 150 € pour le pledge de base avec donc le jeu de base pour 4 à 6 joueurs apparemment. Donc, c'est aussi une configuration assez particulière, vous en conviendrez, avec 7 miniatures assez consistantes également apparemment. Donc, dans la boîte de base, on a donc ces miniatures que vous voyez ici, hein, de différentes couleurs, j'imagine qu'elles sont aussi asymétriques, mais à vérifier. Les plateaux de pilote des mechas en question, les tuiles d'action, pardon, les Oxo boards, donc les plateaux de Oxo, les plateaux de vos miniatures, j'ai l'impression, mais je vois pas très bien la différence avec les plateaux de pilote. Peut-être les statistiques de vos, à mon avis, c'est les statistiques de vos robots, donc de vos mechas. Apparemment, c'est ça, hein, les HP, donc les points de santé, on va dire, même si c'est pas vraiment une santé, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a aussi le Last Tactical Action Indicator et puis le Shield Points, donc le bouclier également de votre robot. Le Demon Boards avec les différents monstres que vous aurez à cœur de tataner également, ainsi que le plateau central qui pour le coup lui vend pas du rêve. Je trouve que c'est un petit peu trop abstrait. Ils auraient pu, je sais pas, mettre un petit décor derrière, je sais pas, une ville en ruine ou que sais-je encore. Ensuite, tout un tas de petits tokens en tout genre. Ensuite, on a un pledge intitulé The Fallen qui vient s'accompagner cette fois-ci de 3 nouveaux démons avec des niveaux de menaces un petit peu différents, ainsi qu'un nouveau mode de jeu pour les configurations avec des joueurs en nombre impair. Et puis on pourra désormais jouer au jeu jusqu'à 7 joueurs, donc là encore très très particulier. C'est pas forcément une configuration qui est facile à réunir, mais après tout, pourquoi pas, si vous l'avez, ça peut être sympa. Donc le tout pour 190 €, c'est quand même très 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 cher, et donc ça vient rajouter les miniatures que vous voyez ici notamment, ainsi que les plateaux qui vont avec pour les factions supplémentaires bien évidemment. Ensuite, on va aller voir rapidement les frais de port. Je passe pas trop de temps sur les règles, sur un aperçu des règles, parce que je pense que vous en doutez, hein, vous avez vu la map notamment, on est sur un jeu d'escarmouche avec des factions un petit peu asymétriques, peut-être un petit peu de facteur d'évolution de votre faction au cours de partie également, là-dessus j'ai pas trop checké. On a aussi quand même une vidéo en français pour ce jeu, avec l'école du jeu qui nous présente donc Ahotnik en une quinzaine de minutes si mes souvenirs sont bons. Ensuite, donc le shipping, disais-je, pour l'Europe, c'est 19 € de frais de port. Quand on regarde le prix du jeu en lui-même, les frais de port sont pas pétés, honnêtement. Ensuite, pour la Suisse, donc hors UE pour le coup, ainsi que le Liechtenstein éventuellement, c'est du 25 €. Canada, même chose, 25 € également pour le Canada. Pour le Japon, ce serait 29 €, donc c'est pas si différent que ça, d'autant plus que nous, on n'aura pas de TVA à payer par-dessus. Est-ce qu'il y en aura pour la zone euro? Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. En l'état, c'est un jeu qui nous vient d'Italie, donc j'aurais tendance à penser que la TVA est potentiellement incluse d'entrée de jeu. À vérifier ceci dit. Donc voilà pour Ahotnik, le premier projet de Ahotnik pour le coup, l'éditeur du même nom. Même si je vois qu'ici on a aussi Madzi Games et AM Games, donc peut-être que finalement il y a un éditeur derrière, donc Madzi Games j'imagine. Pour l'instant c'est pas financé, mais ça devrait pouvoir l'être d'ici peu. Evolution est de retour sur Kickstarter avec un nouvel épisode, en fait, tout simplement une nouvelle mouture dans cette série qui est désormais bien connue, hein, de Crowd D Games, qui ont repris la série, même si à l'origine je crois que c'était un autre éditeur qui s'en occupait. D'ailleurs, Evolution, on en a parlé pas plus tard qu'il y a quelques mois sur la chaîne, puisqu'ils avaient déjà sorti Evolution New World, qui avait fait quand même 3000 contributeurs à l'époque. C'est aussi l'éditeur auquel on doit Deep State, qui avait fait un beau petit succès d'estime, même si la campagne était assez légère avec 550 contributeurs. On avait aussi City of the Great Machine, qui avait d'abord annulé avant de financer par la suite avec 2306 contributeurs. Puis donc Evolution New World 3000, donc on augmente petit à petit les contributeurs, hein, 550, 724, 2003, 3000. Est-ce que Evolution Another World, leur nouvelle mouture, ira battre ce record de Evolution New World? On verra bien, mais en tout cas on est ici face à un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc avec un mode solo, pour 30 à 60 minutes, donc un jeu relativement court, relativement ramassé, et relativement familial également. Qui bien sûr comportera un gameplay relativement similaire aux bases de toute la série Evolution. Donc on va prendre des créatures qu'on va faire évoluer en leur attribuant certaines spécificités qui les rendront asymétriques au fur et à mesure, en attaquant les créatures des autres joueurs pour freiner un petit peu leur évolution, puisque on est aussi dans une sorte de schéma, disons un petit peu darwinien, où les créatures les plus fortes l'emporteront sur les autres. Et le premier joueur cette fois-ci qui réussira à faire évoluer 3 de ces créatures l'emportera. Donc il n'y a pas un nombre de tours défini, hein, ce sera vraiment une course
sur la montre en fait, hein, pour essayer d'être le plus rapide face à vos autres joueurs autour de la table pour espérer l'emporter. Il n'y a pas de point de victoire non plus, c'est vraiment juste et purement une course. Donc quelques petits aspects, quelques petites modifications par rapport aux jeux de base, aux différents jeux de la série Evolution, bien sûr pour aller rafraîchir un petit peu le concept, hein. Chacun des jeux sont des stand-alone, il y a aussi quelques petites extensions pour le jeu de base, mais on est sur beaucoup de stand-alone, donc qui peuvent se jouer en eux-mêmes sans avoir forcément le jeu d'origine. Il y a des petits twists bien évidemment qui viennent modifier un petit peu le gameplay d'un jeu à l'autre, d'une mouture à l'autre, même si on partage bien évidemment un gameplay de base. Et cette fois-ci, en plus de ça, Another World, comme vous vous en doutez, avec le titre, c'est un jeu qui vous permettra de jouer cette fois-ci dans un monde, un univers un petit peu magique, avec des créatures magiques. Donc là aussi, petite différence aussi en termes de thématique, au-delà de la seule différence de gameplay qui est un peu plus mineure, ceci dit. On continue avec éventuellement les différents intérêts de backer durant la campagne, on a notamment un petit early bird, mais qui malheureusement est déjà terminé, donc là, pour le coup, c'est trop tard pour vous, éventuellement. Ensuite, continuons, les reviewers, qu'est-ce qu'ils en disent? On s'en fout un petit peu, hein, on sait déjà qu'ils vont dire des choses très très positives, c'est un peu le principe quand on met en avant des paroles de youtubeurs sur sa page, bien évidemment, et c'est logique, on ne peut pas non plus leur jeter la pierre là-dessus. Alors donc les intérêts de backer la campagne maintenant, tout de suite maintenant. D'abord parce que vous aurez un prix plus intéressant qu'en boutique, si tant est qu'un jour il voit le jour en boutique sur une version francophone, ce qui n'est pas garanti. Ensuite des composants exclusifs à la campagne. Ensuite, une partie des composants qui, sans être exclusifs, eux, ne seront peut-être pas réimprimés à l'avenir, donc ça c'est pas garanti, et c'est peut-être un petit peu des paroles en l'air, mais on verra. Et puis ensuite, le truc un petit peu habituel, donc juste de partager un petit peu la création du jeu ensemble, de participer à la création du jeu. Ensuite, le pledge de base, vous le voyez ici, c'est la retail version, donc en gros la version boutique à 30$. Donc encore une fois un jeu très abordable en plus de ça, en plus d'être familial, donc facile à sortir, prend 30 minutes plus la partie, donc vraiment un jeu très facile à sortir avec une très très belle DA, très très colorée. C'est vrai qu'en général, les jeux Evolution étant dans des univers un peu plus réalistes, c'était généralement un peu plus réaliste aussi en termes de DA. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus vif et assez attrayant. Je pense qu'en famille, ça va bien marcher aussi. Et donc, on voit ici donc, la créature de base que l'on va chercher à faire progresser, évoluer, avec notamment les différents traits, attributs que vous pourrez lui accoler, comme ici Toxique ou Vol, ou fearsome, donc effrayant par exemple, ou astral encore. Donc il y a tout un tas de petits attributs que vous pourrez accoler à votre créature pour le faire évoluer, pour lui donner donc de nouveaux attributs, de nouvelles compétences qui peuvent être offensives ou défensives, ou qui vous permettent d'obtenir plus d'énergie, parce qu'il y a aussi une énergie magique dont vous pourrez bénéficier pour faire progresser votre animal plus rapidement par exemple. Voilà, très beaux artworks, très belle direction artistique de manière générale, les sources de magie que vous voyez ici notamment aussi. On va maintenant passer à la le deuxième niveau de pledge, donc le Special Edition à 45$ avec d'abord une couverture différente, toujours pour un 4 joueurs, toujours pour 30 minutes la partie, toujours pour 11 ans et plus bien sûr, mais avec quelques petits suppléments comme ici des cartes d'évolution supplémentaires qui seront exclusives à Kickstarter, mais également des cartes de ressources supplémentaires également, enfin pour l'instant il n'y en a qu'une, mais peut-être qu'il y en aura d'autres avec les stretch goals. Ensuite Price of Power, donc une sorte de micro-extension avec 16 nouvelles cartes d'évolution, même chose avec Ethereal Beings, avec là encore une sorte de micro-extension de 12 cartes, qui viendra peut-être s'enrichir de nouvelles cartes par la suite avec des stretch goals, et puis une extension pour 5 à 6 joueurs également, donc on pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs précédemment, désormais jusqu'à 6 grâce à cette extension. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des cartes alternatives également pour aller accompagner votre jeu. Bon, je ne sais pas si ça va vraiment enrichir grand chose, mais s'il y a des nouveautés en termes de gameplay, ça peut être intéressant aussi. Et ma foi, c'est tout pour ce qui est des niveaux de pledge, donc il y en aura deux, hein, l'édition de boutique et l'édition Deluxe. Et maintenant, on va pouvoir passer, je pense, directement aux frais de port, parce que j'ai déjà parlé assez en longueur, pas forcément en détail, mais en longueur des différents aspects du gameplay, même si ça reprend, encore une fois, assez globalement le gameplay de toute la série, mais ça vient toujours apporter des petits twists par-ci, par-là. Malheureusement, pas de version francophone durant la campagne, ça ce qui est bien dommage, parce que Evolution a l'air d'être assez sympatoche au demeurant. Ensuite, descendons pour aller voir donc les frais de port, disais-je. Sachez que également il y a la version TTS qui était stable en ligne. Et donc les frais de port, les voici.
avec pour le Canada 13 à 19 $ en fonction de votre niveau de pledge. Attention, c'est pas en fonction du niveau de pledge véritablement, c'est en fonction du nombre de copies que vous allez intégrer à votre niveau de pledge. Parce que ce soit la boutique ou la version édition spéciale Kickstarter, c'est le même prix en termes de frais de port. Par contre, vous pourrez aussi ajouter une copie supplémentaire de la Special Edition par exemple, mais ça vous fera grimper un tout petit peu le frais de port. Ceci dit, c'est plus intéressant de grouper si vous êtes deux par exemple. Pour l'Union Européenne, 10-14 ou 15-21, pour la Suisse, 14 ou 21, et puis pour nous, dans le reste de l'Asie, 20-35 à 30-50, donc assez cher pour ce qui est de l'Asie. Ensuite, c'est ce qui veut dire aussi de la TVA à prendre en compte quelque part. J'ai pas checké, est-ce qu'il y avait une mention faite sur la TVA? Je l'ai pas vu, si c'est le cas en tout cas. Si c'est là, VAT, donc TVA. La TVA n'est pas incluse et elle sera ajoutée dans le Pledge Manager. Donc là encore, un petit billet de plus à aller sortir d'ici quelques semaines ou mois. Voilà donc pour ce qui est de Evolution Another World. Battra-t-il le record de Evolution New World qui était à 3000 contributeurs? C'est pas garanti, mais c'est pas impossible non plus parce qu'on est déjà à 1300 contributeurs en l'espace de quelques jours, 19 jours avant la fin de la campagne. Allez, il est temps maintenant de passer au dessert. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en aura 4 gros projets cette semaine. Et sur ces 4 projets, il n'y en a pas moins de 3 qui sont des adaptations directes de jeux vidéo. C'est une semaine assez riche en la matière. Et on commence tout de suite avec l'un d'entre eux, à savoir Apex Legends ou Apex Legends, je ne sais pas comment on est censé le prononcer en anglais, The Board Game. Et c'est un nouveau projet qui nous vient de Glass Cannon Unplugged, son deuxième projet après une première adaptation d'un autre jeu vidéo qui avait fait un beau succès et qui a été livré aux backers il y a de ça 1 ou 2 mois si mes souvenirs sont bons, à savoir Frostpunk qui à l'époque avait attiré pas loin de 19 000 contributeurs comme vous le voyez ici. Je doute qu'on aille chercher un aussi bon résultat avec Apex Legends qui fera un bon résultat vraisemblablement, mais vous le voyez après 3-4 jours de campagne on est actuellement à 3375 contributeurs au moment où je m'enregistre samedi soir, près de 400 000 € ceci dit, donc c'est quand même un bon résultat malgré tout pour une première semaine, hein, c'est loin d'être ridicule bien évidemment, mais je pense pas qu'on ira chercher un résultat digne de celui de Frostpunk malgré tout, malgré les bons retours que j'ai pu d'ailleurs lire sur Frostpunk également. Peut-être aussi parce que Apex Legends a cette réputation, alors certes de jeu à très grand succès, ça aucun souci, mais de jeu qui plaît pas forcément un petit peu aux élitistes, aux vrais gamers on va dire, en tout cas c'est l'impression que ça m'en donne. À l'inverse, Frostpunk avait vraiment une belle réputation, un petit peu comme This War of Mine. Donc je pense que Apex ne bénéficie pas de la même réputation auprès des gamers, des core gamers on va dire, mais je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, c'est bien évidemment un jeu, j'allais dire d'escarmouche, oui et non, enfin, c'est un jeu où on va s'affronter bien sûr avec d'autres joueurs autour de la table, avec différents terrains que vous pouvez entreapercevoir ici, avec vraiment des cartons qui représentent des bâtiments, etc., qui auront leur importance stratégique, et on va bien évidemment, avec chacun de notre personnage asymétrique, chercher à l'emporter face à notre adversaire, sachant qu'il y aura aussi des modes équipe, ce sera donc hautement compétitif, mais également stratégique, on pourra y jouer en équipe, ou bien sûr en 1 contre 1 par exemple, et ce sera donc pour 1 à 6 joueurs, et ce sera bien évidemment chargé de matériel, bien évidemment, vous vous en doutez, comme c'était le cas d'ailleurs pour Frostpunk, qui avait déjà un très beau matos. Apex, vous le voyez, ne serait-ce qu'ici avec justement les terrains qui sont représentés par ces bâtiments en carton par exemple, ce sera quand même très classe. On aura aussi un tableau de joueurs qui nous permettra aussi de reposer nos cartes dessus et qui sera garni en plus de miniatures par-dessus, donc vraiment on est sur du très beau matos, très cher bien évidemment, vous pouvez déjà l'imaginer, on est bien évidemment sur un jeu qui va coûter le PIB du Tadjikistan, mais je pense que je ne surprendrai personne en le disant, hein, bien évidemment. Alors, je vais faire le point sur sur les différentes choses que l'éditeur a choisi de mettre en avant durant cette campagne, à savoir ici ce système de combat innovant, et c'est vrai que tous les commentaires de vidéastes que j'ai pu voir ici mentionnent qu'effectivement le système de combat est particulièrement bien foutu et assez innovant. On aura aussi bien évidemment des personnages légendaires du jeu vidéo, bien évidemment, avec leurs propres spécificités, leurs propres compétences asymétriques. Ensuite, on aura aussi un design modulable, bien évidemment, parce que vous vous doutez bien que chaque partie, les bâtiments et les différents items que l'on voit sur la map ne seront pas forcément disposés de la même manière, et bien évidemment que chaque partie sera donc différente du fait de l'agencement du terrain lui-même.
Ensuite, vous pourrez jouer en solo, mais également en coop ou encore en équipe, jusqu'à donc 5-6 joueurs apparemment. Et on a une masse de langues déjà disponibles cette fois-ci, y compris le français ou encore le japonais. Donc sachez que le jeu bénéficiera donc d'une VF, pas de souci à se faire là-dessus. C'est un jeu pour donc 1 à 6 joueurs, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais également pour des parties relativement courtes, mine de rien. On est sur des parties d'environ 1 heure, donc c'est pas un jeu qui est très compliqué à sortir, même si il aura masse de contenu en termes de poids physique. Là, oui, il sera peut-être pas forcément facile à sortir, mais en termes de durée de partie, ça reste un jeu relativement facile à sortir, et c'est pour 14 ans et plus. Alors, le petit Why Back Now aussi, pourquoi backer maintenant? D'abord parce que vous aurez une micro-extension exclusive à Kickstarter gratuitement durant cette campagne. Il s'agit du personnage de Loba que vous voyez ici, qui sera donc gratuit pour tous les pledges de la campagne, et non pas à 10 € comme ce serait théoriquement le cas si elle était vendue dans le commerce. Ça me semblerait un petit peu cher, ceci dit, pour un MRCRP, donc pour le fameux prix conseillé en boutique, on va dire. Mais bon, ils font justement ce petit geste envers les backers pour les encourager notamment à aller chercher un pledge sur la campagne. Vous voyez d'ailleurs que pour chacun des personnages du jeu, y compris Loba donc, vous aurez donc un plateau individuel avec des miniatures, enfin c'est vraiment un super plateau avec les miniatures dessus qui sera amovible apparemment, hein, on pourra la déplacer sur le terrain bien évidemment aussi, et vous aurez ici, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, des interstices tout au long, autour du plateau qui vous permettra aussi d'aller loger vos cartes, donc ça c'est plutôt sympatoche en termes de deluxification, même si c'est loin d'être très nécessaire. On voit aussi que bien sûr, comme tous les autres personnages, elle aura aussi son set de cartes avec des compétences asymétriques, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Parmi les autres bénéfices de cette campagne que vous pourrez retirer en étant un backer, eh bien d'abord le fait de recevoir le jeu avant tous les autres, avant dans les boutiques bien évidemment, et surtout aussi à un meilleur prix, même s'il faut contrebalancer ça avec les frais de port. Vous aurez aussi l'opportunité de participer un petit peu à la création du jeu, avec notamment un système de vote par exemple, notamment au niveau des nouveaux modules qui seraient amenés à intégrer le jeu. Et puis les best loot, parce que j'imagine qu'apparemment on aura aussi quelques petites exclusivités en plus durant la campagne. Ensuite, les pledges. On a ici le Core Pledge à 80 €, donc c'est le pledge de base, donc la boîte de base qui s'accompagne de 4 personnages, c'est bien compris, plus Loba, donc le fameux 5e personnage gratuitement fourni à tous les backers. Donc voici par exemple Bangalore ou Bloodhound, on a quoi encore, Wraith et Gibraltar. Et puis donc on aura Loba en plus que j'ai mentionné tout à l'heure, avec, vous le voyez, pour chacun, un plateau assez classe, assez chargé, qui sera disponible pour chacun des personnages, avec encore une fois cette possibilité de storer vos cartes derrière les personnages par exemple. Donc ça c'est plutôt très très classe, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, asymétrique. On aura aussi le plateau de terrain avec les différents bâtiments que vous pourrez aller mettre dessus, les différents murs, les différents arbres ou encore rochers ou que sais-je encore. Il y aura certainement encore plus de matériel de terrain qui viendra enrichir le jeu via les stretch goals, j'imagine. Bref, on a tout un tas de matos supplémentaires que vous pouvez entreapercevoir ici, y compris un livret de match settings, donc qui vous permettra de mettre en place différentes mises en place pour vos parties, que ce soit en équipe ou en solo par exemple. Avec également un petit insert en plastique qui n'a pas l'air d'être extraordinairement bien ficelé en l'état, mais c'est certainement encore un work in progress. Ensuite, on a le Full Team Pledge à 115 € qui vous permettra d'aller jouer cette fois-ci jusqu'à 6 joueurs et non plus jusqu'à 4 comme c'était le cas pour le pledge de base. Donc il vient s'enrichir au-delà de ce que vous aviez vu précédemment d'une extension que vous voyez ici qui vous apportera 2 nouveaux personnages. En l'occurrence il s'agit de Lifeline et de Pathfinder qui est apparemment un robot assez fun à regarder. Ensuite encore plus de matériel bien évidemment avec des tuiles de canyon par exemple, ou encore des tuiles des plateaux de légende, excusez-moi, ainsi qu'un nouveau livret de scénario pour des jeux, pour des parties en équipe. Ensuite, c'est pas fini, le all-in arrive maintenant, 235 € pour le all-in, avec donc le jeu de base, l'extension que l'on vient de mentionner à l'instant, plus Loba bien évidemment, et on va rajouter par-dessus de nouvelles extensions, avec Caustic, Mirage, Octane pour le premier que vous voyez ici, la première extension, et également Revenant, Watson et Crypto que vous voyez ici dans la boîte de droite, donc 2 extensions avec de nouveaux personnages, ainsi que de nouvelles miniatures qui les accompagnent, mais également un tapis de néoprène pour remplacer les différents plateaux de terrain qui étaient dans le jeu de base. Ensuite, on aura aussi des sleeves, donc des protège-cartes pour la totalité du jeu.
Donc vous avez un petit aperçu des différents personnages supplémentaires avec par exemple ici Caustic, qui va vraisemblablement utiliser du poison, j'ai l'impression, ou des grenades fumigènes, je ne sais pas. On aura aussi Mirage, que vous voyez ici, ou encore Octane, etc., etc. Donc bien sûr, pas mal de nouveaux personnages qui viennent enrichir le jeu et sa rejouabilité, bien évidemment, sur le long terme, avec bien sûr cette asymétrie très présente entre les différents personnages. On voit ici Watson, Crypto, etc. Ensuite, qu'est-ce que je disais de plus? Ah oui, le solo all-in pledge apparemment, tiens, j'avais zappé ça. Alors repassons rapidement sur le all-in, qu'est-ce qu'il y a de différent? 235 pour le gameplay all-in, et ensuite on a un solo all-in, c'est ça? Solo all-in pledge, d'accord, cette fois-ci pour le solo et l'extension coop. Donc attention, le solo et l'extension coop n'étaient pas apparemment contenus dans le pledge précédent, il faudra aller chercher le solo all-in pledge à 255 €. Ça commence à coûter cher, mais bon, je vous avais prévenu en même temps. Ensuite, on va continuer, je ne vais pas passer trop de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ce sont des jeux basés sur des licences de jeux vidéo très connues, donc je pense que vous avez déjà un petit peu une idée de ce que le jeu peut proposer. On est donc sur un jeu avec des personnages asymétriques que vous allez déplacer sur différentes maps avec des composants de terrain qui vont impacter bien évidemment le cours de la partie, et vous devrez l'emporter à la fin, donc c'est relativement simple, assez straightforward comme disent nos amis anglophones. Ça a l'air d'être un jeu assez immersif, ne serait-ce que par le matériel, avec on voit ici les différentes configurations de bâtiments notamment, qui viendront notamment impacter justement le cours des parties et la mise en place bien évidemment. Ensuite, le gameplay, bon j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais on aura du loot également. On aura différentes options tactiques telles que grimper sur certains bâtiments pour prendre un petit peu de hauteur par exemple, etc. etc. Et donc le système de combat, le fameux système de combat qui semble avoir fait l'unanimité auprès des vidéastes en tout cas, où l'on voit que l'on pourra notamment aller enrichir nos armes déjà présentes de certains composants supplémentaires pour aller ajouter encore plus de puissance ou peut-être simplement avoir plus de munitions, etc. etc. On aura aussi des cartes d'action, tout ça a l'air d'être assez bien pensé, j'ai pas fouillé plus que ça par manque de temps et pour les différentes raisons que j'ai pas voulu mentionner tout à l'heure, donc voilà, on va pas passer plus de temps que ça sur celui-ci, mais c'est un jeu qui était évidemment très attendu, comme le précédent jeu de Glass Cannon Unplugged, même si pour l'instant, c'est vrai, il n'est pas au niveau de Frostpunk en termes de résultats à la fin de la première semaine, et il faut aussi dire qu'il a une très sévère concurrence cette semaine, comme on va le voir juste après. Alors juste, on va passer aussi sur les frais de port. Sachez qu'également vous pouvez prendre du add-on, donc un petit peu à la carte. À vous de voir si par exemple vous voudriez vous laisser tenter par le solo et coop sans aller chercher les autres extensions de personnages par exemple. Ça peut se faire via les add-ons. Ensuite, disais-je, le shipping, c'est ici que ça se passe. Pour l'Union Européenne, 25, 30, 36, mais c'est également valable pour le reste de l'Europe, donc vraisemblablement aussi pour la Suisse par exemple. Ensuite, le Canada, 30, 38, 45. Ça peut commencer à être un petit peu cher en termes de frais de port, mais bon, il y a du matos aussi. Hein. Ensuite, Asie, 28, 33, 40, et c'est à peu près tout. Y avait-il une mention concernant la TVA? Oui, c'est ici. On voit que la TVA est déjà incluse dans le prix, donc vous n'aurez pas besoin d'aller sortir un petit billet supplémentaire d'ici la fin de la campagne et le Pledge Manager qui suivra. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Apex Legends, un jeu qui a vraiment un succès fulgurant depuis quelques années sur les différentes plateformes de jeux vidéo. Je n'y ai jamais joué, c'est pas tellement mon type de jeu non plus, j'ai jamais été très justement FPS, combat en arène, etc., Battle Royale, donc c'est pas trop mon truc, mais pour l'instant ça fait un assez bon résultat de première semaine, même si je pense qu'on aurait pu espérer mieux du côté de Glass Cannon Unplugged, vu le résultat de Frostpunk avant lui. Mais bon, il reste encore 19 jours avant la fin de la semaine, enfin avant la fin de la semaine, non, ce serait une très longue semaine du coup, excusez-moi, je suis fatigué, avant la fin de la campagne, et ils ont déjà quand même accumulé 400 000 €, donc on est loin d'être ridicule. Deuxième licence de jeux vidéo sur 3 cette semaine, il s'agit de Monster Hunter World qui nous revient, puisque oui, on avait déjà vu Monster Hunter World ici, hein, avec une belle note de 8.1 sur BGG, mais cette fois-ci pour un nouvel épisode intitulé Iceborne, donc encore une fois une adaptation de ce célèbre jeu japonais qui avait fait un gros tabac mondialement. Ma femme d'ailleurs avait pu jouer à Monster Hunter World sur Switch, si mes souvenirs sont bons. Encore une fois un gros jeu de monde ouvert, enfin semi-ouvert on va dire, avec du boss battler en gros, hein, on va affronter différents monstres, sauf que dans le jeu de plateau, ici, donc l'adaptation du jeu vidéo, on affrontera essentiellement des boss en réalité. Et vous le voyez, le résultat est autrement plus conséquent que ce qu'on avait pu voir tout à l'heure avec Apex Legends, avec déjà 6835 contributeurs.
au-dessus c'est le soleil. Ils ont fait parler la poudre, hein, très clairement, 924 000 € d'engrangés déjà, on va friser le million d'ici à ce que la vidéo soit publiée sur YouTube, et 12 jours avant la fin de la campagne, éventuellement pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à backer pas trop tard non plus, parce que bon, 12 jours ça passe vite. Ensuite, Monster Hunter World Iceborne, qu'y a-t-il de nouveau? Alors d'abord, sachez que Iceborne n'est pas une extension, mais est bien un standalone. Vous n'avez pas besoin de Monster Hunter World pour jouer à Iceborne, même si, bien évidemment, je comprends que la collectionnite sera difficile à résister pour ceux qui ont déjà mis la main sur le premier opus. C'est toujours pour 1 à 4 joueurs, c'est toujours en coopération bien évidemment, et c'est pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Il y aura apparemment tout un tas de nouvelles quêtes, si j'ai bien compris, mais j'ai lu ça il y a 2 jours, donc j'ai peut-être un petit peu oublié entre temps, surtout avec la fatigue accumulée, il me semble que vous pouvez y jouer en campagne, mais également en one-shot, il me semble, hein, c'est à vérifier, peut-être qu'on verra le détail un peu plus tard. Mais vous voyez ici un petit peu le how to play, vous voyez que également, comme pour World à l'époque, Iceborne vous propose aussi de faire du boss fight à répétition. Chaque combat est un boss fight et ce sera à vous de réussir à trouver une stratégie qui sera à même de vous permettre de défaire le monstre adverse, sachant qu'ils seront tous différents les uns des autres, ils auront leur propre spécificité asymétrique, tout comme les personnages que vous serez amenés à contrôler également d'ailleurs. Vous les voyez d'ailleurs ici, vous voyez qu'on aura un archer donc plus sur la distance, on aura un personnage avec une massue, donc on se doute bien qu'il sera plus sur du corps à corps, etc. On aura un personnage avec 2 épées qui lui sera peut-être plutôt sur du combat, comment dirais-je, dans la rapidité d'exécution par exemple, alors que là on a certainement un gros bourrin par exemple aussi. Bref, un petit peu d'asymétrie sur des archétypes de personnages relativement classiques certes, mais apparemment ça a l'air d'être assez bien foutu. En tout cas, les notes sur BGG, toujours à prendre avec des pincettes ceci dit, du premier opus étaient quand même très bonnes, et on peut vraisemblablement penser que Steamforged Games a certainement poliché un petit peu son poulain pour un deuxième opus encore meilleur que le premier, en tout cas on peut l'imaginer. Alors c'était ici, oui du coup, que je l'avais vu, play full campaigns, one-shot arena battles, or even solo, donc vous pouvez jouer en solo, en coop bien évidemment sur un seul combat en one-shot, ou vous pouvez aussi faire des campagnes au long cours avec tout un tas de quêtes annexes également. Ensuite, continuons avec les niveaux de pledge. Vous le voyez ici, le premier pledge est donc le core box, donc uniquement la boîte de base à 81 $, donc soit 65 livres, il n'y a pas de prix en euros, mais ça équivaut à 75 €. Voilà, 75 € pour le core box, au lieu de 130 en boutique. Et donc il s'accompagne de 4 hunters, donc 4 chasseurs on va dire, 4 monstres avec des miniatures XL, donc vraiment très costauds, on en voit d'ailleurs un ici, plus de 750 cartes. Au bout d'un moment, n'est-ce pas un petit peu trop, 130 tokens, un peu plus d'ailleurs, et puis tout un tas d'autres éléments qu'on verra un peu plus tard. Ensuite, on a le Hunter's Pledge à 161 $, donc là, ça va plutôt chercher du 148 € apparemment. Et donc cette fois-ci, ça s'accompagnera également d'une extension, je pense. On voit ici une boîte supplémentaire avec des XXL Monsters, donc un monstre de taille assez énorme, plus 3 autres monstres XL, parce que tout à l'heure on était sur 4 et maintenant sur 7. Et cette fois-ci 1254 au total, donc vraiment on est sur un gros ajout de contenu. Ensuite, sachez qu'il y aura également apparemment du contenu à hauteur de 110 $ de valeur gratuitement durant la campagne, ce qui veut dire que non, ça vaut pas 110 $, clairement, hein, c'est une sorte de formule d'offre, on va dire, hein. On va attirer le chaland en lui disant qu'on vous offre un truc à 110 $, alors que clairement ça ne les vaut pas, mais c'est quand même certainement assez conséquent, parce qu'on ne peut pas non plus mentir trop sur la valeur. Ils peuvent pas vous mettre un truc qui coûte 10 $ et dire que ça aurait coûté théoriquement 110. Donc il y a quand même pas mal de valeur à l'intérieur à mon avis. Avec pas mal aussi de unlocks, donc on va dire de stretch goals, qui vont venir enrichir cette boîte vraisemblablement. Ensuite, sachez également pour ceux qui ont backé la première campagne de Monster Hunter, vous aurez aussi un petit bonus pour ceux qui reviennent pour une deuxième campagne de Monster Hunter World. Ensuite, qu'y a-t-il dans les boîtes justement? Donc la boîte de base, je le mentionnais tout à l'heure, avec les différents personnages, le Sword and Shield, le Dual Blades, le Bow, donc l'arc, et le Great Sword par exemple, avec les épées toujours aussi démesurées, qui seraient certainement impossibles à vraiment utiliser dans la réalité, mais bon, on est dans un monde de fantasy. Plus les monstres, avec le Bambaro ici, le Beotodus, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le Bariuth, ou encore le Rajang par exemple, et vous voyez qu'ici il y a une petite phrase de description aussi pour vous présenter un petit peu le monstre en question et en quoi il peut être un petit peu différent des autres notamment.
Ensuite, on a tout un tas de cartes, donc les plus de 750 cartes du jeu de base, hein, je le rappelle, donc vraiment c'est très fourni, avec bien sûr le plateau, les tokens, etc. qui vont en plus. Ensuite, l'extension de monstres Absolute Power qui mettent donc 3 nouveaux monstres XL et un nouveau monstre XXL apparemment, mais également de nouvelles armes, de nouvelles armures et de nouvelles quêtes également. On voit ici par exemple Coral Pukei Pukei, c'est assez mignon comme petit nom. On a ensuite Nargacuga, on a aussi Shrieking Legiana ou encore Tigrex. Et c'est certainement celui-ci qui est le XXL, j'imagine, parce que là on voit que la base est de 100 mm pour tous, sauf le Tigrex qui fait 120 mm, donc 12 cm de large pour la base du monstre. Donc oui, il est assez conséquent celui-ci pour le coup. Plus les nouvelles cartes, bien évidemment. Et donc la boîte gratis de Stretch Goals de Kickstarter exclusive qui plus est, d'une valeur de 110 €, mais offerte durant la campagne. Bon, 110 $, est-ce que c'est vrai ou non? C'est un autre sujet. Continuons maintenant, vous pouvez déjà tester le jeu sur Tabletopia pour ceux qui auraient le module en question. Je crois qu'il était payant, je l'ai, mais j'ai oublié s'il était payant ou pas. Il me semble que Tabletopia était payant, à voir. Ensuite, vous pouvez aussi télécharger le livret de règles ici, mais en anglais. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Pour le reste, sachez également, et c'est bien dommage d'ailleurs, qu'il ne semble pas y avoir de version française ou espagnole ou allemande durant la campagne. Vraisemblablement, ça arrivera assez rapidement après la sortie du jeu en boutique, je pense, parce que c'est un jeu vidéo, une licence de jeu vidéo avec un énorme succès mondialement, donc y compris dans la zone francophone bien évidemment. Mais en tout cas, durant la campagne, j'ai pas vu pour l'instant de drapeau français stipulant une quelconque traduction disponible durant la campagne. Mais je pense que, encore une fois, je me répète, qu'on les aura de toute façon en espagnol, en allemand, en français, en italien ou que sais-je encore. Et bien sûr en japonais, j'imagine. Ensuite, les shipping information avec donc le shipping. Attendez, j'arrive pas à trouver du coup le tableau. Ah voilà, c'est ici. Donc qu'est-ce qu'il y avait avant? Juste histoire de dire. Le pledge manager, il y aura peut-être un petit encart sur la TVA. TVA c'est ici, ok. Donc la TVA sera ajoutée dans le pledge manager pour le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Donc oui, vous aurez 1, 2, 3, 10, 15, 100 bifetons supplémentaires peut-être à sortir durant le pledge manager. Je n'irai pas jusqu'à dire 100, mais si vous prenez un pledge à 128 litres, donc 150 €, vous aurez certainement aux alentours de 30 € de plus à sortir en termes de TVA. Ensuite, donc le shipping, disais-je donc, le voici, le voilà, avec pour le Canada 24 à 35 livres, attention ce ne sont pas de dollars mais bien des livres, donc il faudra un petit peu rehausser avec le taux de change, le livre est assez fort. Ensuite pour l'Europe, avec la première zone qui contient la Belgique ou encore le Luxembourg, c'est 18 à 25 livres. Pour la zone concernant la France, c'est 18 à 28, un tout petit peu plus cher pour ceux qui veulent le all-in avec le Hunter's Pledge. Ensuite, pour nos amis suisses, est-ce que je peux vous trouver là-dedans? Je vois ici le Liechtenstein, Monaco, la Suisse, donc c'est les pays non-EU, 45 à 90 livres de frais de port, ça pique méchamment la rondelle. Ensuite, en Asie, nous on est dans quelle zone? On est Asie 3, donc 45 à 55 livres pour un jeu d'une licence d'origine japonaise. Bon, c'est toujours un petit peu le paradoxe, mais en même temps, le jeu de plateau, lui, n'est pas japonais, mais anglais, donc bon. Ça n'a pas grand chose à voir, mais ça fait toujours un peu bizarre. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Monster Hunter World, un jeu très attendu, j'imagine, par beaucoup d'entre vous. En tout cas, je peux l'imaginer, en tout cas pour ceux qui sont fans de jeux vidéo et de jeux de société en même temps. Mais en tout cas, gros résultat, ils ont vraiment fait parler la poudre avec 6837 contributeurs, 924 000 € d'engrangés à 12 jours de la fin de la campagne, donc on va largement et allègrement dépasser le million d'euros d'ici la fin de la campagne, et je pense qu'on ira certainement chercher aux alentours de 15 000 contributeurs assez facilement. Et d'ailleurs, juste par curiosité, allons voir combien avait fait la première campagne de Monster Hunter World à l'époque, juste pour voir. On était sur, voilà c'est ici, 20 398 à l'époque. Je sais pas si on pourra aller chercher autant pour Monster Hunter World Iceborne. Ceci dit, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, vous me dites rien mais bon, vous me comprenez, le jeu a été lancé plus tard que tous les autres cette semaine. Il a été lancé hier au moment où je m'enregistre, vendredi, donc finalement c'est vrai qu'il part avec un peu de retard. Donc peut-être que finalement 6838 en une journée et demie, c'est quand même assez conséquent. Donc finalement, les 20 000, ça me semble jouable, tout bien réfléchi. Est-ce qu'ils iront battre aussi d'ailleurs Elden Ring? Ça me semble plus crédible, parce que Elden Ring avait fait près de 14 000, donc à mon avis ça va être largement dépassé pour le coup.
Voilà donc pour Monster Hunter World avec ce nouvel épisode standalone, Iceborne. On enchaîne tout de suite avec la troisième et dernière licence de jeu vidéo de la semaine. Il s'agit cette fois-ci de Dead Cells, le projet qui lui bénéficiera bien d'une version francophone, puisque le projet est assuré par Scorpion Masqué, l'éditeur québécois. Donc sachez que là encore on est sur un gros succès, hein. Alors peut-être un petit peu moins que Monster Hunter World Iceborne, puisque la campagne a déjà commencé il y a 3-4 jours et qu'elle n'est que à 5740, ça reste un énorme succès avec près de 500 000 € d'engrangés 12 jours avant la fin de la campagne pour Scorpion Masqué, dont c'est le premier projet sur Kickstarter. Autant dire que ça se passe plutôt très bien. En même temps, c'est vrai qu'ils se sont ramenés sur Kickstarter avec une licence de jeu vidéo elle aussi très populaire, bien moins que Monster Hunter certes, mais quand même c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. C'est un roguelite, donc un jeu où l'on va parcourir des donjons, vaincre un tas de monstres en tout genre, mourir beaucoup et recommencer. Hein, en gros, c'est un peu le principe du roguelite. On va bien sûr gagner en puissance au fur et à mesure de nos parties, mais on va aussi beaucoup mourir. C'est beaucoup du die and retry, et cette fois-ci c'est en coopération et non pas en solo comme c'était le cas pour le jeu d'origine, le jeu vidéo d'origine. Donc là, ils ont transformé ça en jeu coop de 1 à 4 joueurs pour des parties assez courtes de 45 minutes. Donc ça, c'est assez facile à sortir pour le coup, pour 14 ans et plus. Et vous le voyez, il y a donc la version française, bien évidemment, la version francophone, devrais-je plutôt dire, durant la campagne. Ensuite, sachez également qu'on aura plusieurs vidéos de vidéastes français francophones dans la campagne, donc je vais pouvoir aussi leur laisser la main. Je vous signerai un peu les vidéos un peu plus bas de la page, donc sans avoir forcément à passer trop de temps sur la campagne. Mais c'est vrai que des trois licences de jeux vidéo, donc Apex, Monster Hunter World et Dead Cells, s'il y en avait un sur lequel je pourrais potentiellement me laisser tenter, et je le ferai pas, ce serait Dead Cells, clairement. Parce que la DA est assez magnifique. D'ailleurs, il faut signaler, me semble-t-il, que la DA est assurée par Nayad, ce qui est quand même pas rien non plus. On est quand même sur un illustrateur de renom, là encore, un Tokaido et compagnie. À vérifier, mais j'ai cru entendre ça. Donc c'est quand même à vérifier, parce que je n'ai pas vu le nom dans la campagne, me semble-t-il. Mais en tout cas, la DA est magnifique, le gameplay a l'air d'être assez sympatoche, et en plus de ça, le jeu est facile à sortir. 45 minutes, ça en fait un jeu milieu de gamme, assez facile à sortir. Donc ouais, carrément, je pourrais me laisser tenter. Je le ferai pas parce que c'est pas un jeu vidéo que je connais outre mesure. J'ai jamais joué à Dead Cells, mais pourquoi pas. Un jour, le tenter, le tester à minima, serait vraiment un plaisir. Alors donc, les highlights, donc qu'est-ce qu'on va chercher à mettre en avant dans cette campagne pour vous vendre le produit? Eh bien d'abord, la symétrie entre les différents personnages. On aura 4 beheaded, donc 4 personnages qui sont tous donc décédés, mais qui reviennent à la vie, qui vont chercher à vaincre tout un tas de monstres. On va pas non plus trop entrer dans les détails en termes de lore, hein, même si je pense que vous connaissez finalement mieux le lore que moi si vous avez déjà joué aux jeux vidéo. On aura ici le Poisoned, donc l'empoisonné, qui pourra bien évidemment utiliser du poison pour vaincre ses ennemis, poison qui leur fera des dégâts à chaque fin de tour. On a aussi The Flayed, donc lui qui aura un bouclier et qui donc pourra l'utiliser pour se protéger, mais également pour protéger ses alliés, avec aussi un gros marteau qui risque de faire mal à la tête de ceux qui le prennent sur le coin de la tronche. Ensuite, on a The Quartered, donc comment dirais-je, l'écartelé, on va dire, qui lui apparemment pourra attaquer à distance. On voit qu'il a une grosse bombe dans les mains et donc il pourra l'utiliser pour les envoyer sur des ennemis à distance. Donc ça peut être aussi très pratique. Ça remplace un petit peu l'archétype de l'archer qu'on a vu tout à l'heure dans Monster Hunter World, en un peu plus original pour le coup. Et on a aussi l'immolé, The Immolated, qui lui bien évidemment utilisera les flammes pour aller cramer la tronche de ses adversaires. On a aussi une miniature qui est composée des 4 personnages en fait, hein, sur une seule et même miniature, qui est quand même assez classe, quand même très bien réalisée. Ensuite, en quoi ça consiste en termes de gameplay? Pour le coup, c'est plutôt bien illustré ici. On aura donc une phase d'exploration. Vous voyez qu'on a un plateau central ici qui se compose de différents chemins que l'on pourra bien tout simplement choisir d'explorer ou non pour en tirer différents bénéfices, mais aussi devoir affronter certains adversaires qui popperont sur notre chemin. On aura aussi bien sûr bien des combats pour nous mener jusqu'à la fin de ce donjon, et autant de combats qu'il faudra bien évidemment essayer de remporter, même si vous serez amené à mourir. Le paragraphe que l'on voit ici, vous ne pourrez pas battre le roi fou sans avoir d'abord péri à de nombreuses reprises, mais périr dans les die and retry de ce type, ça vous rend encore plus fort au final, donc c'est pas inintéressant que de faire un sacrifice par moment.
Et on aura aussi donc l'aspect de mutation qui est apparemment assez présent dans le jeu d'origine également, où l'on pourra collecter donc des cellules, Dead Cells, le titre n'est pas là pour rien, pour les ajouter dans notre personnage, aller réussir à obtenir des mutations, enfin les payant disons moyennant finance, des mutations qui vous rendront encore plus fort pour votre prochain run. Ensuite, le repeat, parce que donc il y aura du die et du repeat, c'est vraiment classique dans ce genre de jeu-là. Ensuite, continuons à explorer un petit peu la campagne. Vous voyez ici qu'on aura différents biomes, et là, encore une fois, je vous renverrai plutôt sur les vidéos en français, notamment celle de notre très cher ami Nix. Nix, si tu nous regardes, gros bisous, gros poutou partout. Donc on pourra construire des biomes, on pourra donc avoir des runs radicalement différents les uns d'autres en fonction de nos choix bien évidemment, et des ennemis qui popperont sur tel ou tel emplacement. On aura aussi donc du reset, donc comment dirais-je, les seuls mots qui me viennent à l'esprit sont en anglais, un reboot, un reset, donc disons un départ, un nouveau départ de zéro après avoir été vaincu, après avoir péri. On aura aussi donc ces fameuses upgrades permanentes, même après une mort, on pourra garder une certaine quantité des upgrades qu'on a pu faire, notamment via ces Dead Cells qu'on a pu récolter sur nos ennemis. Ensuite, l'aspect Metroidvania, donc vous connaissez aussi peut-être le jeu vidéo Metroid qui est assez ancien en termes de licence là aussi, où vous aurez donc différents chemins que vous pourrez explorer et qui vous permettront parfois d'aller affronter des ennemis, parfois de faire du loot, etc., etc. Sachant que aussi, il y aura des pièces qui seront accessibles ou non en fonction de ce que vous aurez précédemment acquis. Par exemple, on voit ici que pour accéder à cette porte ici, il vous faudra des Vine Runes qu'il vous faudra d'abord récolter quelque part avant de pouvoir les utiliser. Ça fait sens, bien évidemment. Ensuite, continuons avec les pledges. On a un pledge de base, la Standard Edition, à 65 $. Ma foi, ça reste plutôt abordable. Ensuite, vous voyez le contenu de l'édition standard en question. Sachez que d'ailleurs, c'est assez bien mis en avant ici. On aura un plateau double épaisseur qui s'accompagnera aussi de protège-cartes, mais directement intégré au plateau apparemment, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est assez original. J'ai rarement vu des plateaux qui disposaient directement de sleeves sur le plateau lui-même. C'est plutôt intéressant. Je ne sais pas en termes d'ergonomie si c'est vraiment idéal, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. C'est pas mal pensé. Ensuite, on aura ce fameux plateau de combat plus d'annexes également. On aura les Player Aid, donc les aides de jeu pour les 4 personnages des joueurs autour de la table. Ensuite, on aura aussi un plateau double face pour le solo. On aura 4 plateaux recto-verso là encore pour les biomes, donc les différents donjons que vous pourrez explorer. Ensuite, les fameux personnages asymétriques, donc que j'ai mentionné tout à l'heure, avec leur propre plateau bien évidemment, et puis tout un tas d'ennemis que vous pourrez être amenés à affronter au cours de vos pérégrinations dans les donjons que j'ai mentionné tout à l'heure, avec bien sûr eux aussi une certaine asymétrie. Vous voyez qu'en fonction du tour de jeu, ils auront différents effets, donc c'est généralement, j'imagine, néfaste envers vous, même si j'imagine qu'il y aura tout un tas d'effets divers et variés, aussi bien pour vos personnages que pour vos adversaires, bien évidemment, un petit peu aussi à la manière de cet autre jeu qui avait lui aussi d'ailleurs connu une adaptation en jeu de société récemment, jeu dont je suis pour le coup assez fan en version jeu vidéo, mais comme d'habitude, dès lors qu'il s'agit de se rappeler le titre d'un jeu, bien sûr, ma mémoire me fait défaut. Mais vous savez, ce jeu de dungeon crawler, là encore, avec du deck building, et des personnages très très fortement asymétriques qui avait fait son apparition sur le menu crowdfunding l'année dernière, qui a fait un énorme succès lui aussi, qui était très attendu, mais voilà, la mémoire joue des tours. Je le mettrai peut-être en post-production, le titre éventuellement avec la boîte ou je sais-je encore. Ensuite, les cartes de combat pour vos personnages, les équipements également, les différentes cartes de mutation que vous pourrez accoler à votre personnage pour le rendre encore plus fort, etc. etc. Mais également, vous le voyez ici, un standees, enfin, donc tout à l'heure vous avez vu en début de campagne qu'il y avait aussi une miniature avec les 4 personnages, ça c'est pour la version Deluxe qu'on va voir un peu plus bas. Pour la version standard ce sera uniquement ici un petit standee disons qui est composé de vos 4 héros. Ensuite les tokens etc qui pour le coup dans l'édition standard sont pas mirobolants mais bon ça fait le job. Par contre, on va aussi maintenant pouvoir attaquer la Collector's Pledge, donc l'édition Deluxe, cette fois-ci pour 85 $. On reste sur des prix relativement corrects vu la déluxification que ça sous-entend, avec d'abord donc la fameuse miniature que l'on a vue tout à l'heure, plus un petit un token de premier joueur en métal avec une couronne de roi.
Ensuite, sachez également que dans la version Deluxe, tous les plateaux individuels de joueurs, donc de personnages, seront double épaisseur, donc un petit ajout en termes d'ergonomie et de confort de jeu, donc ça c'est plutôt très classe. Sachez également que vous aurez des tuck boxes, donc tout un tas de petits paquets de cartes pour ranger indépendamment chacun des donjons, mais également que toutes les ressources que j'ai vues tout à l'heure en carton qui étaient ici, pas hyper classe mais qui faisaient le job, seront remplacées cette fois-ci par des tokens en acrylique bien plus classe et bien plus attrayants à l'œil, clairement. Ensuite, continuons avec les Daily Reveals. Vous voyez ici que vous avez tout un tas de stretch goals qui vont vous être dévoilés au cours de la campagne, quotidiennement, et que certains de ces composants vont être des exclusivités Kickstarter. Donc par exemple ici on a les Panchaku, donc des nunchaku composés de poils à frire, donc c'est plutôt sympa en termes de thématique, c'est assez marrant. On aura aussi Bear Mechanic, un nouveau biome, un nouveau mécanisme de biome apparemment, assez intéressant. On aura pas mal de nouveautés en termes de gameplay apparemment aussi durant cette campagne via les stretch goals, sachant que certains seront apparemment des exclusivités Kickstarter. On voit aussi ici Barbie, un nouveau personnage caché, qui sera jouable avec son propre deck et son propre plateau et qui lui sera exclusif à Kickstarter. Donc bien évidemment, c'est encore une raison supplémentaire de vous intéresser à l'édition Deluxe, d'autant plus que, je ne l'ai pas encore dit mais j'aurais dû le dire, bien évidemment, si vous backez la campagne, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller d'aller backer la Deluxe, puisque de toute façon c'est le Scorpion masqué, donc le jeu trouvera son chemin vers les boutiques dans sa version standard. Donc autant attendre la sortie en boutique si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, c'est que vous vous orientez plutôt clairement vers la version Deluxe, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez aussi une petite ribambelle de add-on que vous pouvez ajouter à votre panier bien évidemment, notamment ici je ne sais pas, figurines avec ici le personnage du Poisoned, avec vraiment une qualité de finition assez impressionnante. J'ai l'impression qu'en plus c'est déjà pré-peint, parce que sinon on n'aurait pas mentionné les neon color à mon avis. Donc oui, je pense que c'est déjà pré-peint et déjà pré-assemblé qui plus est, en PVC, avec en plus de ça une édition limitée. Mais attention, par contre ça coûte très très cher, 75 $. Est-ce que c'est une seule figurine ou est-ce que c'est pour tous les personnages? A priori, je n'en vois qu'un, je serais donc tenté de dire qu'il n'y en a qu'un, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a 4 personnages jouables, donc bon, j'aurais bien aimé en avoir une pour chacun des persos, mais ceci dit, quand on voit le prix de l'unité, bon, on peut se dire que finalement c'est pas plus mal. Ensuite, on continue avec les sleeves. Vous pouvez aussi prendre les sleeves à l'unité si vous le voulez pour 15 $ américains. Ensuite, le how to play, bon ça de toute façon je vous laisse avec Nyx, et je crois qu'il y a aussi peut-être une autre vidéo en français, j'ai oublié, mais quoi qu'il en soit il y aura au moins Nyx, donc pour rentrer un peu plus dans les détails, je vous montrerai la vidéo tout à l'heure. Du coup, on va continuer, solo mode, donc sachez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura un mode solo aussi, bien sûr. Ensuite, le rulebook, oui, le livret de règles est disponible ici, mais, pardon, pour le coup, exclusivement apparemment en anglais. Pour le français, ce n'est pas encore terminé, ce sera certainement fini assez rapidement, mais je ne sais pas si ce sera le cas avant la fin de la campagne en tout cas. Le Tabletopia qui est disponible également, donc pour ceux qui voudraient tester le jeu avant de faire un choix en termes de back, et éventuellement c'est faisable via Tabletopia pour tester le jeu avec vos amis ou en solo. D'ailleurs c'est disponible aussi sur le module Tabletopia. Ensuite, les artworks, c'est peut-être ici d'ailleurs que c'est mentionné que c'est Naiad, si c'est le cas en tout cas. Ouais, je vois ça nulle part, mais pourtant j'ai bien entendu parler de Naiad aux illustrations. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, oui c'est bien, il y a plusieurs vidéos en français pour le coup, je me disais bien qu'il n'y en avait pas qu'une seule. Il y a donc un monde de jeu qui en a fait une vidéo, mais également Maxildan des Joueurs du Dimanche, et donc notre très cher Nyx qui en a aussi fait une vidéo de review. Tous sont très dithyrambiques, donc vraiment. Sauter des jeux aussi d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié ça, mais effectivement, Martin a aussi fait une vidéo sur le sujet, en affirmant ici que mourir n'a jamais été aussi satisfaisant. Donc ça a l'air d'être assez fun quand même, d'ailleurs on voit qu'ici il nous dit que c'est très addictif, tout comme d'ailleurs un monde de jeu qui nous dit aussi que le jeu est très addictif. Donc vraiment c'est un jeu qui semble avoir fait l'unanimité, mais toujours à prendre avec des pincettes quand il s'agit de vidéastes. Bon, c'est toujours un petit peu biaisé. Ensuite, continuons, j'essaie de vous retrouver justement les vidéos. On voit ici donc un monde de jeu avec sa vidéo. On a également ici Ludovox qui en a fait une également. On a ici Maxildan et puis la Société des Jeux de Martin qui a fait 2 vidéos pour le coup, la partie et aussi une explication des règles. Et donc notre très cher Nyx ici qui vous en a fait une vidéo de review également. Et pour le reste, ça c'est de l'espagnol, je crois, oui c'est ça.
Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, on peut passer au shipping. Donc, les frais de port. Pour le Canada, c'est de 16 à 26 ou de 22 à 32 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Je vais parler un peu très rapidement ici. Du niveau de pledge que vous allez choisir. Il se fait tard, je commence à avoir des difficultés à articuler. Pour l'Europe, la France, mais également la Belgique ou encore le Luxembourg, ce sera de 13 à 17 ou de 15 à 20. Pour nos amis suisses, 15, 18, 17, 22. Et je crois que c'est après tout pour la francophonie, mais les dom-tom, Guadeloupe, Martinique, Réunion par exemple, c'est 58, 68, 78, 89. Vous en avez l'habitude, c'est très cher pour vous. Et pour Asie, Océanie, donc pour nous qui sommes au Japon, ce serait 28, 35, 35, 45, bon, assez classique. Est-ce qu'il y a de la TVA par-dessus? À mon avis, oui, pour le coup, parce que c'est pas un projet européen, donc j'aurais tendance à dire que oui. Ouais, c'est ici, hein, VAT, ce sera acheté dans le Pledge Manager, donc oui. Il y aura un petit bifton à sortir en plus également. Alors c'est peut-être ici qu'on va trouver Nayad pour le coup. Ouais, ben voilà, c'est là. Enfin, ouais, depuis le temps que je vous le dis, c'est bel et bien Nayad qui s'occupe de la couverture et également des personnages jouables. Voilà, pour le reste, c'est la team Kaedama, donc vous connaissez certainement donc Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Dead Cells, sachant qu'apparemment ils ont aussi eu la collaboration de la boîte de jeu derrière, ce qui est toujours un bon signe également. Voilà pour Dead Cells, vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, en tout cas, 5744 contributeurs à l'heure où je vous parle, 12 jours avant la fin de la campagne, et près de 500 000 € d'engrangés d'ores et déjà. On continue avec le concurrent direct, on va dire, de Oathsworn, ce jeu qui avait bénéficié d'une énorme popularité après sa livraison de première campagne, si bien que ça les avait menés à faire une seconde campagne de réimpression avec quelques petits ajouts de contenu également. Et ben c'est la même route, le même chemin que suit Aeon Trespass Odyssey, seconde réimpression, enfin, une première réimpression du jeu, excusez-moi, plus du nouveau contenu. Donc c'est vraiment le même chemin que Oathsworn et également le même acabit de jeu, à savoir un jeu qui vous fait cracher la totalité de votre compte en banque et potentiellement aussi prendre une hypothèque sur votre maison et tout le reste de vos possessions. Parce que oui, Aeon Trespass Odyssey, tout comme Oathsworn ou Kingdom Death Monster ou tout autre jeu de ce genre-là, ça coûte un bras, une jambe, un poumon et une fesse droite. Mais seulement une. Pour l'instant, en tout cas, pour Aeon Trespass, ça se passe plutôt pas mal. Hein, 6015 contributeurs, donc c'est quand même un beau succès. Et vous voyez qu'en 6015 contributeurs, on fait déjà 2 250 000 € d'engrangés. Donc vous vous foutez bien que le prix du pledge, il pique méchamment. On est sur du tabasco directement dans le gosier, mais sur du tabasco 1 litre quoi. Hein, donc préparez-vous, ça va faire mal. D'ailleurs, juste par curiosité, hop, je vais sortir la calculatrice tout de suite et on va faire le petit calcul parce que voilà, ça a l'air d'être assez fun de se dire que les gens dépensent des 1000 et des 100, donc 2 250 000 divisé par 6000 backers, j'arrondis, et ça nous fait 375 € par tête de pipe en moyenne. Ouf, ça pique. 18 jours avant la fin de la campagne pour Aeon Trespass Odyssey, 9.3 sur BGG pour l'instant pour le jeu. Toujours à prendre avec des pincettes, on sait que le système de rating, donc de notation de BGG est toujours un petit peu biaisé. On a tendance à mettre des notes un peu plus élevées pour des jeux de menu crowdfunding, des jeux de crowdfunding, donc issus du financement participatif, parce que on a choisi de les backer sur Kickstarter. Il y a une sorte de biais cognitif qui s'opère ici. On le sait, c'est acté, quoi, en gros. Hein. Et puis aussi parce que ça a du matos, ça fait péter des feux d'artifice dans nos petits yeux de gamer. Donc évidemment, on a tendance à noter un petit peu plus haut. Quoi qu'il en soit, c'est le 6e projet de Into the Unknown. C'est un éditeur polonais qui s'est fait un nom sur Kickstarter avec Aeon Trespass Nymph à l'époque, mais c'était tout petit, on était sur 314 contributeurs uniquement, et c'était exclusivement des miniatures. Mais c'était là qu'avait commencé à apparaître, qu'était né l'univers de Aeon Trespass, qu'ils avaient enrichi par la suite de Eschaton, avec encore plus de miniatures, puis ils avaient débarqué avec Aeon Trespass Odyssey, 8000 contributeurs dans l'univers donc de ces 2 premières campagnes. C'était un énorme succès, et depuis le jeu a été livré, il a eu d'excellents retours. Entre temps, ils ont aussi lancé Kingdoms Forlorn, qui avait une DA à tomber par terre et qui avait fait un petit peu moins pour le coup que Aeon Trespass avec 6000 contributeurs, ce qui était quand même loin d'être ridicule.
Et donc cette fois-ci, Aeon Trespass revient avec une seconde impression et on est parti pour battre largement le record de la première campagne avec 8000 contributeurs. On est déjà à 6000 en l'espace de 3-4 jours à peine. Donc vous doutez bien que ça va faire très mal. On est encore sur un jeu avec du matos ras la gueule, avec des miniatures magnifiques, hyper détaillées certes, avec un très beau bestiaire on va dire. C'est toujours en coopération là encore pour 1 à 4 joueurs, pour des sessions de jeu de 90 minutes approximativement, avec plus de 300 heures de contenu dont vous jouerez certainement à peine le 10e, hein, soyons honnêtes, même si bien sûr que dans le tas il y aura des gens qui joueront de A jusqu'à Z, en tout cas je l'espère. On continue, on va aller voir un petit peu ce dont il s'agit et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, même si, là encore une fois, je pense que vous avez déjà aperçu la première campagne à l'époque, et puis si ce n'était pas le cas, éventuellement, effectivement, j'en parlerai un petit peu, mais je rentrerai peut-être pas autant dans les détails que si c'était un jeu qui voit vraiment le jour pour la toute première fois sur Kickstarter. Petit Roland de nostalgie ici. Alors d'abord, on commence avec les Pledge Levels, avec ici Heracles pour 118 €. C'est le Entry Level Pledge, hein, donc c'est le pledge de base, hein, le petit pledge qui coûte pas cher, c'est le pledge pour les pauvres, le pledge pour les sans-dents. Et donc pour 118 €, vous aurez quand même plus de 150 heures de jeu, vous pourrez explorer 3 régions et avoir 3 campagnes à suivre sur le long cours, bien évidemment. Pour quand même 150 heures de jeu, c'est quand même pas rien. Ensuite, vous avez le Pledge Odysseus à 273 € celui-ci. Donc on fait quand même un petit bond quantitatif, hein, de 160 € approximativement, hein, 165 €, et qui vient s'accompagner cette fois-ci de 3 autres cycles, donc le Truth of the Labyrinth, Abyss Watchers et Pitiless of the Sun, donc 3 campagnes supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans la campagne, enfin dans le pledge que l'on a vu précédemment. Ensuite, on a aussi le Pledge Mortal, et là ça commence à piquer très sévèrement, 592 €. Aïe! Donc ça contient bien évidemment la totalité de ce qu'on a vu tout à l'heure dans Heracles ainsi que dans le Pledge Odysseus, mais en plus de ça vous pourrez ajouter le cycle 4 et le cycle 5 qui s'intitule comment 12 Sins et Heracles Summer Core Game, j'ai l'impression. Bon, je me trompe peut-être dans les titres, mais en tout cas on s'en fout un petit peu. Sachez tout de même que ça vous propose 700 heures de gameplay. Plus ou moins, hein, je vous retranscris ça pêle-mêle pour tous les amateurs de la Cité de la Peur, ça vous fera peut-être un petit boost de nostalgie là encore. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que ça? Le Fates ici, je sais pas très bien ce que ça recouvre, mais c'est pas un pledge qui m'intéresse outre mesure, j'ai l'impression que c'est essentiellement des trucs limités pour les 4 saisons d'Heracles. Bon, ça a pas l'air d'être très intéressant en soi. On a aussi des add-ons avec du gameplay, par exemple le Pathfinder Titan Expansion, donc certainement soit un personnage, soit un boss en plus, je sais pas, été fouillé plus que ça, pour 17 €, donc un nouveau personnage jouable, que ce soit un personnage pour vous ou un boss, je ne sais pas, j'ai pas fouillé. Ensuite, Doom of Pythagoras, 27 € pour encore une fois une miniature supplémentaire. Je crois que ça, par contre, c'est plutôt un boss. Il fait un petit peu penser d'ailleurs à Silent Hill avec le Conehead, assez fun. Je sais pas si c'est une sorte de hommage direct ou indirect, enfin bref. On continue avec Last Stand of the Jegenes, 14 € là encore avec un personnage supplémentaire. On a aussi Skyseer Titan Mini-Expansion. Bref, on a plein de contenus disponibles en add-on, y compris certains qui sont nouveaux. Là, on voit ici avec le petit encart ici, New. Certains sont uniquement des retours. Par exemple, ici, le Skyseer Titan, apparemment, c'était déjà disponible dans la campagne précédente. Ensuite, continuons avec les différentes extensions de gameplay, des campagnes également, comme ici The Last Tome par exemple, ou encore la boîte d'extension pour 201 €, ça coûte très cher, hein, faut le savoir. Ensuite on a quoi encore? Luxury, parce que le reste n'est pas encore accès luxueux comme ça. Bon, ça c'était déjà une reprise, ça existait déjà avant, ça aussi. Là un petit peu de nouveauté avec les 12 Sins of Heracles Dice Pack, un petit pack de dés supplémentaires pour éviter d'avoir à transférer vos dés à un autre joueur et à répéter ça trop de fois dans la partie, ça peut être un peu chiant. Donc si on a chacun son set de dés, ça peut être assez sympatoche, certes. Ensuite on a aussi un Playmat Odyssey pour 27 €, qui était déjà disponible à l'époque, mais par contre celui-ci est nouveau, le 12 Sins of Heracles, avec là encore 27 € pour un tapis de néoprène. Bref, il y a beaucoup de matos, il y a beaucoup de add-ons également. C'est un jeu qui coûte extrêmement cher. On est encore une fois sur un jeu en campagne avec du dungeon crawler, avec un énorme bestiaire, avec du matériel qui déborde, avec du matériel très qualitatif qui plus est, et en plus de ça sur un jeu qui a su séduire les backers de sa première campagne au point d'aller chercher un 9
et quelques sur BGG, c'est quand même assez rare, même parmi les jeux issus du financement participatif. Donc sachez-le, ça risque d'être un jeu de très 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 bonne qualité, mais avez-vous vraiment besoin d'un jeu en campagne qui vous propose 150, 300, 750 heures ou que sais-je encore? À vous de vous poser la question, notamment sur les dépenses aussi, parce que vous voyez que ça coûte très très cher, on est sur une moyenne de 375 € par tête de pipe, donc attention, ça coûte quand même très 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 cher, donc préparez-vous. Ensuite, continuons, on va aller chercher directement les frais de port et tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas passer trop de temps sur le reste. Je vous ai expliqué un petit peu dans les grandes lignes ce de quoi il s'agissait. J'ai passé un tout petit peu en revue les nouveautés, même si, ne connaissant pas le jeu de base, enfin connaissant sa réputation mais pas le contenu, je ne pourrais pas vraiment vous dire ce que ça apporte en termes de renouveau, de gameplay. Ensuite, continuons, donc je disais que j'allais passer aux frais de port. Pour l'instant, vous voyez que la campagne est extrêmement longue, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si c'est visible pour vous, mais ici, il y a l'ascenseur de la campagne, enfin de la page, et en fait, je m'aperçois que c'est hyper long. Là, en gros, pour vous illustrer ça, je suis environ à 1/5 de la page. Donc, il y a une page vraiment extrêmement longue. Alors, je peux essayer de meubler un petit peu en vous montrant un petit peu le contenu. On voit qu'il y a tout un tas de miniatures très très classe, très bien foutues. On a un lore magnifique. On a de très très belles illustrations. Mais en fait, même si j'essaie de meubler autant que je le peux, là, sachez que j'ai à peine bougé sur la page. Là, j'arrive à peu près au 2/5. Il y a beaucoup trop de contenu en réalité. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un jeu de très bonne qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Je comprends aussi la volonté d'en montrer un maximum aux backers pour qu'ils fassent un choix éclairé, c'est tout à leur honneur. Mais quand même, une page qui prend 1 heure à parcourir, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Quand on consulte une page Kickstarter, on n'a quand même pas envie d'y passer 3/4 d'heure, soyons honnêtes. Même si elle est très bien foutue, même si elle donne envie visuellement, au bout d'un moment, faut vraiment le vouloir pour parcourir ça. Là, je suis à peu près à la moitié, hein, donc c'est pas fini du tout. Hein. Est-ce que c'est bien nécessaire de mettre tous ces détails? Est-ce que vraiment on avait besoin de voir tout ça? Bref, j'arrive à peu près au 4/5, donc on devrait pouvoir arriver maintenant aux frais de port. Ça vient, voilà, c'est arrivé. Voilà, c'est ici que ça se passe. Alors, sachez que pour le pledge Heracles, ça fait 8 kg, 14 pour Odysseus, 32 kg pour le Mortal Pledges. Le pledge Heracles, donc le pledge de base, fait le poids de mon fils, déjà. Et le temps que le pledge arrive au backer, il fera certainement le poids du pledge Odysseus, j'imagine. Mais putain, qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que c'est cher aussi, mais qu'est-ce que c'est lourd, et ça va en conséquence. Et bien sûr, vous vous en doutez, pour un truc aussi lourd, bien évidemment que les frais de port vont être aussi très salés. On y va, on est parti. Europe, alors ça va aller de 30 à 80 € de frais de port en fonction du pledge que vous allez choisir. Donc déjà, c'est pas gratuit, clairement. Hein. Le Canada, ça va aller de 34 à 86 €. L'Asie, pour la plupart des pays, en tout cas, donc certainement le Japon, de 32 à 82. C'est pas si différent que l'Europe, ma foi, ce qui est assez inattendu. Pour la Pologne seulement, hein, c'est des Polonais, donc c'est bien sûr, bien évidemment, beaucoup plus intéressant pour eux, de 14 à 37 €, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour eux. Donc éventuellement, si vous faites un passage en Pologne et que vous avez des amis pour vous le faire livrer là-bas, ça peut être aussi une idée, mais prévoyez un 4x4 pour le ramener chez vous, quoi. Hein. Ensuite, ma foi, je crois que c'est après tout. Il y avait peut-être un truc sur la TVA aussi. J'espère qu'il n'y aura pas la TVA par-dessus, parce que sinon, vous allez sortir encore des bifetons, en voulez-vous, il n'y en a plus. Je vois pas de mention faite sur la TVA comme ça, a priori, donc j'ai envie de dire que elle est prise en compte d'office. C'est un projet européen, on peut se dire que potentiellement il n'y a pas de TVA. Mais en même temps, je vois pas de mots, je vois pas de mention faite sur la TVA, donc je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Voilà, et il reste encore 1/5 de la page, hein, j'ai pas du tout fini. Mais bon, on va pas aller jusqu'au bout, je vais vous laisser là parce que ma foi, j'ai déjà passé trop de temps sur Aeon Trespass Odyssey, seconde impression du jeu, avec un peu de nouveau contenu également, 9.3 sur BGG, 6000 contributeurs l'espace de 3-4 jours, 2 251 000 € d'engrangés pour l'instant, à 18 jours de la fin de la campagne, soit 375 € par backer actuellement en moyenne. C'est absolument énorme. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette semaine du menu crowdfunding. N'hésitez pas à aller voter dans le sondage de la semaine pour les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir.
Et nous, on se retrouve bien évidemment très prochainement pour d'autres vidéos. Après-demain, enfin demain pour vous, lundi, on tourne avec Xavier la fameuse review de Biohack que vous apercevez derrière moi ici, le nouveau jeu de l'éditeur japonais Uchiba Koya. Donc on en parle très rapidement puisque la campagne débutera début juin. Sur ce, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine.